je vais axer le sujet essentiellement sur un point, qui est comment les communautés juives du monde arabe ont été prises en otage dans le conflit de la Palestine. En même temps, j'insiste sur cette idée clé, ça ne signifie pas que le conflit en Palestine représente la cause majeure de leur départ. Les causes de leur départ, on les a vues dans les 2 premiers cours. Elles sont beaucoup plus anciennes, beaucoup plus profondes, et tiennent très largement à l'émancipation qui est la leur, cette communauté depuis déjà pratiquement 60 ans, 70 ans, 80 ans, du fait à la fois de l'école et de la colonisation européenne, tient à l'émancipation par les Lumières. Elle tient au fait que l'économie psychique du monde arabo-musulman a beaucoup de mal à accepter l'émancipation des sujets soumis, des dhimmis, précisément, mais pas seulement des soumis que sont les dhimmis, mais aussi les femmes, par exemple. Donc ce sont là des causes profondes. Là-dessus, sur ces causes profondes-là, se rajoute le conflit en Palestine. Il va prendre une tournure gravissime à partir de 1929. Bon. Alors quand je dis je fais un retour en arrière, bref, je veux dire par là que, souvenez-vous, il y a 2 semaines, j'avais parlé de la fascisation d'une partie du nationalisme arabe et de la fermeture de ce nationalisme arabe dans les années 30, ce qui n'était pas le cas au début, dans les années 1910-1920, pour une partie du nationalisme arabe, mais dans les années 30, en particulier du côté du Proche-Orient, vous avez une ethnicisation du nationalisme arabe qui exclut de la nation arabe les éléments non arabes. Or, les juifs ne sont pas arabes au sens strict du terme, ils ne sont pas musulmans non plus, bien sûr, et en même temps, ils sont totalement arabisés, arabophones, et leur fond culturel est un fond profondément arabe. Bon, sur le plan divers, des mentalités, de la cuisine, de la musique, etc., il y a une très grande proximité entre les 2 peuples, entre les communautés. Et c'est pour ça que j'ai souvent parlé de convivialité. Et en même temps, cette convivialité est très étrange parce qu'elle est intimement mêlée à du mépris. L'économie psychique du monde arabo-musulman est une économie faite de convivialité et de mépris, et pas ou de mépris. En même temps que je disais, il y a fascisation, cette fascisation, et en particulier cette fascination aussi pour le nazisme allemand à partir des années 30, elle n'est pas sans poser des contradictions parce que le racisme allemand heurte profondément la sensibilité arabe avec le mot antisémitisme, où les Arabes se sentent à juste titre visés par le mot antisémitisme, d'où les efforts désespérés des nazis pour leur dire le mot antisémitisme ne vous vise pas, vous, il ne vise que les juifs, ce qui est d'ailleurs vrai, historiquement parlant, bien sûr. Et d'autre part, deuxième contradiction, l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933 entraîne un flot d'émigrants juifs allemands vers la Palestine, donc renforce le sionisme, donc renforce l'ennemi, évidemment, du monde arabe. Et cette contradiction-là, un certain nombre d'intellectuels arabes et de politiques arabes la voient, mais on ne peut pas dire que ce soit une perception lucide dans la grande masse des populations arabes à l'époque. Je voudrais vous donner un chiffre. Avant 1933, les immigrants juifs venus d'Allemagne, dans ce qu'on appelle le Yishuv, c'est-à-dire le foyer national juif avant l'État d'Israël de 1948, sont une infime minorité, 2,5% du total des arrivées. Rien. Bon. En 1938, combien ? En 1938, les juifs allemands représentent 52% du total des arrivées juives en Palestine juive à ce moment-là. 1 sur 2. C'est considérable. Bon. Le deuxième point je voudrais mettre en lumière, c'est que, et ça c'est encore une fois le rappel des événements, en 1929, ça a été un choc profond pour les communautés juives, parce que c'est à partir de ce moment-là seulement qu'on peut dire que pour la rue arabe, la sensibilité arabe populaire, je ne parle pas des intellectuels, qui ont été ébranlés par la déclaration de Balfour en 1917, mais eux uniquement. La masse du peuple arabe, et en particulier de la masse rurale. N'oubliez pas que les communautés arabes sont d'abord des communautés rurales, alors que les communautés juives sont citadines. C'est une démographie totalement inversée. Bien, la masse des populations arabes ne sont pas touchées par le conflit dans les années 17, 18, 19, 20, etc. C'est vraiment les pogroms de Jérusalem, de Hebron, de Jaffa, également en 1929, qui vont mettre la question de la Palestine sur le devant de la scène. Et bien là, c'est un choc. Pour les 2 communautés, c'est un choc qui vont voir leurs relations se tendre durant toutes les années 30. La question de la Palestine va devenir centrale. Et ce qui est frappant, c'est que très vite, la distinction entre un sioniste et un juif va disparaître dans le monde arabe. Pendant quelque temps, les politiques arabes, surtout en Égypte d'ailleurs, seront très soucieux de distinguer un sioniste d'un juif, parce qu'en disant très justement, les juifs qui vivent parmi nous et qui sont égyptiens comme nous ne sont pas sionistes, et nous ne devons pas les priver de ce qui se passe en Palestine. Et ce type de prudence-là va voler en éclats au bout de quelques années. Ce qui fait qu'en 1940, et a fortiori en 1945, dont je vais parler tout à l'heure, vous n'avez pratiquement plus une seule voix arabe
qui s'élèvent dans le monde pour dire, y compris des voix intellectuelles, pour dire sionistes, juifs, c'est pas tout à fait la même chose, il faut bien distinguer, les juifs de chez nous ne sont pas des sionistes et nous devons les respecter comme citoyens de la nation arabe dont ils font partie. Ça ne se trouvera quasiment plus. Je ne dis pas plus du tout, mais en tous les cas, les voix sont là ici. Donc, plus de distinction sionistes-juifs, avec des manifestations qui ne sont pas seulement dans les rues arabes, je pense à Bagdad, le 30 août 1929, où les manifestants anti-sionistes à Bagdad ne hurlent pas « mort aux sionistes », on pourrait très bien comprendre, mais « mort aux juifs ». Nous sommes à Bagdad, en Irak, et la population juive est très accablée. D'ailleurs, les boutiquiers juifs, pour protester contre les violences qui commencent à s'abattre sur eux à Bagdad, décident de fermer boutique pendant 3 jours, faire grève, ce qui ne change strictement rien d'ailleurs à l'affaire. Et mieux encore, pour montrer la pression qui va s'exercer sur la rue juive, c'est vrai au Maroc, c'est vrai en Irak, ça sera surtout vrai dans les pays arabes indépendants, l'Irak, à partir de 1932, surtout, c'est que la communauté juive, pour montrer qu'elle est vraiment distincte de ce qui se passe en Palestine, va être obligée de cotiser pour la Palestine arabe, pour montrer qu'elle n'est pas du tout complice des sionistes. Et c'est ce qui se passe effectivement en Irak. Encore une fois, je reste sur mon exemple irakien. Les Juifs d'Irak sont forcés de cotiser au Fonds de solidarité pour la Palestine arabe et il leur est interdit de cotiser pour les victimes juives des pogroms qui viennent d'avoir lieu dans les villes que j'ai nommées tout à l'heure. Bon. Alors la question de Palestine, en fait, c'est une question globale dans le monde arabe parce qu'elle va toucher... elle va dire autre chose que la Palestine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, non seulement la Palestine renvoie dans le monde arabe à l'idée d'une nation arabe ethniquement pure, donc les éléments non arabes ne peuvent pas faire partie de nations arabes indépendantes, et donc d'emblée déjà, les juifs sont exclus du nationalisme arabe, a fortiori quand vous y ajoutez une dimension religieuse dans certains pays, ce qui n'est pas vrai partout, comme le Maroc, avec l'Istiglal, qui ajoute la dimension de l'islam. C'est pas vrai par exemple au Moyen-Orient, où à l'origine des nationalismes arabes, vous avez beaucoup de chrétiens. Donc la dimension musulmane n'apparaît pas d'emblée. En revanche, sur tout côté du Maghreb, la dimension musulmane est beaucoup plus forte, tout de suite. Et donc forcément, les Juifs ne peuvent pas en faire partie. Quand bien même ils se considéraient comme Marocains, Tunisiens, autre chose. Bon. Donc ça, c'est le premier point, l'idée d'un État ethniquement pur. Le deuxième point, c'est que très tôt, la cause de la Palestine a été instrumentalisée par les gouvernants arabes. Et je veux dire par là que si la cause de la Palestine connaît un tel retentissement dans la rue arabe à partir des années 30, c'est pas seulement parce que la Palestine leur est chère, ce qui est vrai, c'est indéniable. La Palestine, ça fait partie du nationalisme arabe. C'est aussi que le sujet palestinien, c'est le seul sujet sur lequel les masses arabes aient une véritable liberté d'expression. C'est le seul sujet sur lequel ils peuvent défiler dans la rue et dire ce qu'ils ont réellement dans la tête et sur le cœur, dire leur colère et leur ressentiment. Et la Palestine martyre, si vous voulez, condense tous les sujets de mécontentement qui sont les leurs, mais qu'ils ne peuvent pas exprimer par ailleurs. En une formule, je dirais, la Palestine, c'est la porte de sortie de sociétés qui étouffent. Les sociétés arabes sont étouffantes, sont non démocratiques, tout le monde le sait. Eh bien, la Palestine, c'est la seule porte de sortie de libre expression qui leur est laissée. C'est l'ancien roi du Maroc, Hassan II, qui disait que la Palestine, il disait ça dans les années 70, la Palestine était l'aphrodisiaque du monde arabe. C'est une formule extraordinaire, qui est très dure. En même temps, il était très lucide. Bon. Donc, dans des sociétés arabes qui étouffent, la Palestine, c'est la porte entrouverte sur la liberté. C'est pour ça que je dirais qu'au-delà de la Palestine, ça ne veut pas dire que le problème palestinien n'existe pas, attention. Mais au-delà de la Palestine, ça dit autre chose, la mobilisation arabe. Ça dit profondément toutes les tensions accumulées dans ces sociétés qui ne peuvent pas s'exprimer démocratiquement. Ça dit aussi que la condition juive, une condition qui a toujours été une condition rabaissée, comme la condition de la femme, la conscience arabe, à ce moment-là de l'histoire, je ne dis pas la conscience arabe éternelle, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'essence arabe, il n'y a pas d'essence juive, il n'y a pas d'essence polonaise. Je ne fais pas d'essentialisme ici, je ne fais pas de racisme. Mais je dis la conscience arabe de ce temps-là ne veut pas accepter l'idée d'une condition juive égale. Et cette condition juive égale, nationale, qui défend ses couleurs nationales, à savoir le sionisme, et qui prétend édifier un État juif sur une terre considérée comme arabe et musulmane de toute éternité, c'est quelque chose d'insupportable, d'où le thème du complot. Si les juifs en arrivent là, c'est bien évidemment qu'ils ne peuvent pas par leurs propres moyens parce que ce sont des incapables et des moins que rien, donc c'est qu'on les a aidés, donc c'est un complot contre la nation arabe, dont le développement du thème du ressentiment,
C'est-à-dire le ressentiment, c'est quoi? C'est le mariage entre le sentiment de l'injustice et le sentiment de l'impuissance. Et quand on a le sentiment que le sort qui nous est dévolu est injuste et qu'on ne peut rien faire contre, on est dans le ressentiment précisément. Bon. Alors du coup, et les Juifs? Je ne vais pas être trop long sur cet avant-propos. Et les Juifs, ils sont pris entre deux feux à ce moment-là, avant 1945. Ils se retrouvent en position d'accusés dans leur propre pays dès les années 30. On les accuse d'être sionistes, ce que la plupart d'entre eux d'ailleurs ne sont pas. Ils ne sont pas sionistes, même si évidemment ils ont une sympathie pour la cause juive en Palestine, c'est évident, même si c'est vrai qu'il y a des boîtes blanc-bleu de KKL dans toutes les boutiques, les boulangeries, les épiceries, les synagogues, etc., du Maroc jusqu'à l'Irak, ça c'est indéniable. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'on ait affaire à des communautés franchement sionistes qui sont prêtes à partir en masse vers Eretz Israël. Donc, est-ce qu'il y a un mouvement sioniste en paix en terre arabe entre 1930 et 1945? Oui. Est-ce qu'il est massif? Non. À aucun moment on ne peut dire le contraire. Alors on pourrait très bien marquer du fait que la crainte fait que les sionistes en terre arabe ont tendance à se dissimuler. C'est tout à fait prouvé pour le cas d'Irak, où le mouvement sioniste est interdit. Ailleurs, on a intérêt, évidemment, à être très prudent dans ces manifestations sionistes. Est-ce que c'est la seule cause? Probablement pas. C'est qu'en réalité, jusqu'à l'émergence du sionisme, on peut dire que les communautés juives qui ont vécu leur identité juive de façon tout à fait naturelle, c'est-à-dire sur un sens très traditionnel, très religieux, elles ont vu dans le sionisme la continuation de cette identité juive. Il n'y a pas de rupture. Et leur sionisme, car ce sont des gens qui sont sionistes de cœur, qui croient réellement à Eretz Israël. C'est un sioniste qui est dans le droit fil de leur identité juive traditionnelle, donc ils ne supposent pas le départ. Si vous voulez être sioniste pour eux, c'est encore la continuation de l'identité juive classique qu'ils ont toujours vécue. Il n'y a pas de divorce, comme dans le monde ashkénaze, où il y a un divorce profond entre le monde sioniste et le monde rabbinique. Ici, pas du tout. On est sioniste exactement comme on est traditionnaliste, mais ces sionistes-là se retrouvent tous le Shabbat à la synagogue. Bon. Pour autant, est-ce qu'ils veulent partir en Palestine pour la plupart d'entre eux? Certainement pas dans les années 30. Alors, quand je dis que les communautés juives sont prises en otage, elles sont désarmées face aux amalgames, quand en face, une majorité arabe leur dit « vous êtes des sionistes » et qu'ils les soutenez, et qu'on leur demande de montrer patte blanche, de prouver qu'ils ne sont pas sionistes en leur demandant de cotiser pour la Palestine arabe, sont dans l'embarras. Mais concrètement, sur le terrain, ça se traduit par des menaces, des dégradations dans les relations judéo-arabes, la récession économique, des campagnes de boycott des commerces juifs, des commerçants juifs, des artisans juifs, etc. Arrive là-dessus le soulèvement palestinien de 1936 qui va aggraver la situation, parce qu'alors là, c'est plus grave. On va accuser les Juifs, par exemple en Égypte en 1936, d'être la 5e colonne du sionisme. Vous savez tous ce qu'est la 5e colonne. 1936, la 5e colonne fait référence à la 5e colonne de la guerre civile espagnole, c'est-à-dire les traîtres de l'intérieur. Vous savez qu'au moment de la guerre civile espagnole, il y avait 4 colonnes de franquistes qui convergeaient vers Madrid, et le bruit a couru dans Madrid qu'en réalité, c'est la 5e colonne qui l'emporterait, celle qui était déjà dans Madrid, les franquistes infiltrés à l'intérieur de la capitale espagnole. C'est de là que vient l'expression 5e colonne. Donc, les Juifs sont accusés carrément d'être des traîtres dans leur propre pays, en l'occurrence aussi l'Égypte. Alors, ce qui est frappant, c'est que l'Égypte, c'est sans doute l'un des pays les plus modérés qui soient en matière de violence, anti-juive en particulier. Donc, en Irak, je le rappelle, indépendant, donc il n'y a pas d'autorité coloniale qui puisse calmer le jeu. En Irak, c'est beaucoup plus grave, parce que là, en Irak, on arrive au coup, à la violence, aux assassinats. La violence est quotidienne. Par exemple, en septembre 1936, au début du soulèvement en Palestine, 4 Juifs sont tués dans la rue à Bagdad, comme ça, froidement, tout simplement parce que Juifs, pas pour un motif scrapuleux, pour leur voler leur argent, par exemple, non, simplement parce que Juif est reconnu comme tel, point. Bon. Et cette situation s'aggrave parce que la cause palestinienne devient une cause arabe générale. Un congrès pour la défense de la Palestine se tient au Caire en octobre 38. Et qu'est-ce qu'on distribue à ce congrès en arabe? Des fascicules, des protocoles des sages de Sion et des extraits de Mein Kampf en arabe, traduits en arabe. Donc déjà, on est dans un mouvement non seulement de fascisation, mais de menaces ouvertes sur la communauté juive. J'ajoute que dès début 1939, le mouvement égyptien nationaliste Jeune Égypte de Ahmad Hussein, dont j'ai parlé, je crois, il y a 2 semaines, fait circuler au Caire et à Alexandrie des listes noires de commerçants juifs à boycotter. Juillet 1939. Mais c'est la même chose au Maghreb, dans le département de Constantine en Algérie. On lit sur des papillons collés au mur, « Ô Arabes, sur chaque pièce de 5 francs que vous verserez aux Juifs,
5 sous vont en Palestine pour servir à l'achat d'armes en vue de tuer les Arabes. Fin de citation, rapport de police français du 20 juillet 1933, pardon. Donc avant la révolte de Palestine, j'ai trompé à ma date. Donc les Juifs sont sommés, quand je dis entre deux feux, ils sont sommés de faire preuve d'antisionisme. Et c'est évidemment très délicat. Alors ils y vont, les grands rabbins y vont, chacun de leurs déclarations. Nous sommes solidaires de la nation arabe, nous n'avons rien à voir avec les agissements des sionistes en Palestine, etc. Il faut ajouter à cet égard que le rôle des immigrés arabes est très important. Parce qu'il y a des immigrés arabes de Palestine qui vont jouer un rôle de bout de feu, qui vont mettre encore plus le feu aux poudres quand ils arrivent en exil, qui en Syrie, qui en Irak, qui en Égypte, ou qui parfois même au Maghreb, enfin c'est quand même beaucoup plus rare, il reste en général au Proche-Orient. Et là je pense bien sûr au Moufti de Jérusalem, pas seulement, il y a bien d'autres Palestiniens qui ont fait partie de ces immigrés-là au Proche-Orient. Alors, concrètement pour les Juifs, ça se traduit par une mise à l'écart. À partir des années 30, les Juifs se trouvent mis à l'écart. Par exemple, en Égypte, ça se traduit par le fait que, du jour au lendemain, les Juifs d'Égypte, qui sont 80 000, la moitié d'entre eux sont déclarés apatrides, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la nationalité égyptienne. Ils n'ont pas le passeport égyptien. Il faut le demander. Beaucoup qui simplement sont égyptiens de père en fils, etc., depuis des générations ne pensent pas à le demander, parce que l'idée d'un passeport, c'est une idée moderne. C'est une idée qui nous est, nous, tout à fait naturelle. Ce n'était pas du tout le cas il y a un siècle, évidemment, même en Europe, il y a 70 ans au Proche-Orient. Donc beaucoup ne pensent pas demander égyptiens, sont égyptiens de toute éternité. C'est étrange comme démarche. Surtout qu'un grand nombre de juifs égyptiens sont pauvres et que demander un passeport est une démarche qui coûte très cher. Il faut demander un droit, etc. Bon, il faut payer un timbre fiscal. Ça coûte très cher pour des communautés juives dont il faut sortir de la mythologie des juifs riches, dont beaucoup vivent tout simplement du jour au lendemain, etc. Il n'y a pas vraiment d'économie. Donc, en un mot, du jour au lendemain, sans crier gare, parce qu'on a des communautés juives qui sont souvent faites de pauvres gens, 40 000 juifs sur 80 000 sont déclarés apatrides dans leur propre pays. Certes, ça n'entraîne aucune conséquence sur le moment même, mais le jour où l'Égypte indiquera que pour exercer un emploi dans la fonction publique, il faut être nationalité égyptienne, alors ce jour-là, ces gens-là ne pourront plus être employés. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et ça date déjà de 1927, c'est-à-dire avant que le conflit en Palestine n'occupe une place centrale. 1927, elle voit son nationalité. 40 000 juifs du jour au lendemain, apatrides. En Irak, comment procède-t-on? En Irak, c'est plus subtil. Un numerus clausus. C'est-à-dire qu'en Irak, on va décréter qu'à Bagdad, les étudiants juifs ne représenteront pas plus de 10% des étudiants de l'université et de 10% des lycéens. 10%, c'est un pourcentage important. Oui, mais les Juifs représentent 25% de la population de Bagdad. On est très largement au-dessous. 25%. Or, les Juifs, effectivement, sont une minorité déjà très éduquée. Je l'ai dit il y a 2 semaines, il y a 2 générations d'avance sur le plan scolaire par rapport à la majorité arabe. Et vous avez déjà ici, non seulement les premiers Juifs qui sont ingénieurs, professeurs, médecins, avocats, mais même certaines Juives qui accèdent aux études de doctorat de médecine dans les années 30. Encore. Enfin, il y a toute une élite juive irakienne très éduquée. C'est ce qui explique d'ailleurs que l'immigration juive qui va arriver en Israël brutalement en 1952, c'est une immigration qui va plutôt bien s'intégrer parce qu'elle est de niveau socioculturel beaucoup plus élevé que l'immigration marocaine qui arrivera dans le même temps. Donc, numerus clausus, à partir de 1932, je répète, c'est la date de l'indépendance, ce n'est pas un hasard. Plus aucun juif ne peut entrer dans l'armée irakienne. Or, il y avait des officiers juifs irakiens avant 1932. Plus aucun juif ne peut entrer dans la diplomatie irakienne. Est-ce que c'est écrit dans la loi? Non, jamais. Je l'avais dit, je crois, il n'y a pas une loi anti-juive. Ça n'est jamais écrit nulle part. C'est simplement une règle non dite qui fait qu'on fait en sorte de ne plus admettre des juifs. Ou bien, comme je l'avais dit, je pense, il y a 2 semaines, pour licencier des fonctionnaires juifs, on va licencier en même temps, en masse, des fonctionnaires juifs et musulmans, et chrétiens d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens en Irak, et au bout de 3 mois, on réintégrera les chrétiens et les musulmans, etc. Et puis, bien sûr, on va boycotter la Palestine juive. Ça, c'est vrai partout. C'est vrai en Égypte, c'est vrai en Syrie, c'est vrai en Irak, etc. Et par exemple, les juifs d'Irak, à partir de 1932, sont interdits de se rendre en Palestine. C'est-à-dire que n'importe quel Irakien peut se rendre en Palestine à l'hôpital Hadassah, Jérusalem, qui est le meilleur hôpital de tout le Proche-Orient, où toute l'élite arabe va se faire soigner, mais les juifs d'Irak n'ont pas le droit de se rendre à l'hôpital Hadassah. On a dans les archives sionistes un grand nombre de cas
de protestation de gens qui écrivent, il faut dire, mon mari est atteint d'une maladie rénale très grave, il ne peut se faire soigner qu'à Hadassa, et nous n'avons pas de sortie parce que nous sommes juifs, effectivement. Mais un musulman, il l'a, et il ira se soigner à Hadassa. Voilà la réalité. Donc, une exclusion sociale, une exclusion économique, une exclusion culturelle, avec des menaces directes aussi dont j'ai parlé il y a 2 semaines, je ne peux pas entrer dans tous les détails, et une crainte qui monte dans la communauté juive jusqu'au moment où éclate la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est important quand même à dire avant de terminer ce rappel, c'est, ou plutôt, ce sur quoi il est important de mettre l'accent, c'est l'attitude des Européens. Parce que l'Irak est indépendant, certes, l'Égypte est indépendante, certes, mais les autres pays, la Syrie est sous mandat français, le Liban aussi. La Palestine, n'en parlons pas, c'est un cas à part. Mais le Maghreb est protectorat aux colonies françaises. La Libye est une colonie italienne. Donc là-dessus, les Européens ont leur mot à dire. Comment réagissent les Européens? En fait, c'est très important à noter ces 3 choses. Premier point, l'extrême droite européenne qui est présente dans ces pays, je pense en particulier à l'extrême droite française au Maghreb, le PPF, le Jacques Doriot, par exemple, au Maghreb, qui est très important au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dans les années 36, 37, 38, 39. Eh bien, l'extrême droite européenne, avant 1945 au Maghreb, va entretenir l'antisémitisme, va pousser le désaccord entre les communautés juives et musulmanes en se servant de la cause palestinienne. C'est-à-dire que l'extrême droite européenne va faire de la Palestine une cause sacrée pour dégrader les relations entre les deux communautés, pour mettre le feu entre les deux communautés. C'est-à-dire que ça, c'est très intéressant à noter. L'antisionisme est un point clé de l'extrême droite européenne bien avant la Seconde Guerre mondiale. Or, quand on sait que l'antisionisme est aussi un point clé de l'idéologie nazie et du nazisme en général, ce qui est peu connu, autant on sait beaucoup sur l'antisémitisme, autant on sait que autant on sait peu que les nazis étaient des antisionistes farouches, déterminés. Eh bien, l'antisionisme est un facteur clé, un élément clé de l'idéologie, de l'extrême droite en général et du nazisme en particulier. Et enfin, 3e point, si je dois dire quelle est la ligne de force des attitudes coloniales européennes au Maghreb, en Libye ou ailleurs, par exemple en Syrie, avec le mandat français, eh bien, je dirais que, sans forcément recourir à l'antisémitisme, même si une bonne partie de l'administration coloniale est gouvernée par l'antisémitisme, la règle d'or des autorités coloniales, c'est de ne pas faire de vagues, de ne pas exposer la rue arabe, donc de taire les manifestations anti-juives, de ne pas trop réagir pour éviter de se mettre à dos la majorité arabe. C'est très intéressant à noter ça, parce que ça peut faire réfléchir sur d'autres périodes de l'histoire. Il s'agit de ne pas mécontenter la majorité. Et là, il ne faut pas forcément avoir d'antisémitisme, c'est qu'on cherche la paix civile, et que la paix civile, eh bien, elle va s'acheter sur le dos des Juifs, par le fait que les Juifs vont être les premières victimes de ces violences. Alors j'ai beaucoup d'exemples, bien sûr, là-dessus, aussi bien de la France au Maroc, que des Anglais aux portes de Bagdad en 1941, quand, au moment où le Farouk se déclenche, se déchaîne à Bagdad, pendant 1 jour et demi, ils sont à la porte de Bagdad, et ils ne bougent pas l'arme au pied pour ne pas laisser paraître auprès de la rue arabe l'idée qu'ils seraient les vecteurs ou les fourriers de la communauté juive. Et quand ils se décident à intervenir, en 2 heures, le calme est rétabli. Et ce sera la même chose en Libye, les Anglais en Libye en 1948 et même en 1945 ne réagiront pas au moment des premières émeutes qui feront des dizaines et des dizaines de morts dans des conditions épouvantables. Et quand ils décideront de réagir, ça a 2 heures. En 2 heures de temps, le calme sera rétabli à Benghazi et à Tripoli en 1945. Ils ne bougent pas, encore une fois, non pas par antisémitisme, mais pour ne pas mécontenter la rue. Eh bien, après 1945, je viens de le dire, il va se passer exactement la même chose. Alors, j'en arrive maintenant au sujet lui-même. Après 1945, comment les choses se passent-elles? Alors que la guerre a été un traumatisme considérable pour toutes les parties en présence, la guerre a été un tournant considérable pour la communauté juive, parce que soit elle a vu son statut régresser, le décret Crémieux aboli en Algérie, soit elle a vu les statuts des Juifs appliqués au Maroc et en Tunisie, soit en Tunisie et en Libye, elle a vu l'occupant italo-allemand, surtout allemand en l'occurrence, mettre en place le début de la solution finale en Tunisie pendant les 6 mois qu'a duré l'occupation, soit elle a vu en Égypte et en Palestine une peur bleue s'emparer d'elle parce que les troupes de Rommel étaient arrivées jusqu'en Égypte, à 100 km d'Alexandrie, à El Alamein, c'est-à-dire encore un coup de butoir, et les chars de Rommel pouvaient être au Caire et à Alexandrie, et les 80 000 Juifs d'Égypte menacés de mort.
Alors on pourrait penser que c'est une peur a posteriori, qui n'a pas de raison d'être, pas du tout. C'est une peur qui est fondée. On sait aujourd'hui par les archives allemandes que les nazis avaient bel et bien l'intention de liquider la communauté juive d'Égypte et de Palestine, c'est-à-dire 80 000 d'un côté et 550 000 de l'autre, donc plus d'un demi-million de personnes, et que le commando SS chargé de mettre en place la solution finale dans ces deux pays-là était déjà en place à Athènes en juillet 1942, attendant le feu vert de Rommel, c'est-à-dire attendant sa victoire finale contre les Anglais, laquelle n'est jamais arrivée de seule. Après 1945, la question de Palestine reste centrale pour le monde arabe, même si évidemment une sourdine y a été mise durant la guerre, parce que les autorités coloniales, où qu'elles soient, ont imposé le silence, parce que l'effort de guerre prévalait, par exemple en Palestine même. Ensuite, après 1945, c'est fini. Et on s'en aperçoit dès le début du mois de novembre 1945, parce que début novembre, c'est l'anniversaire de la déclaration Balfour, 2 novembre 1917. Et chaque 2 novembre, depuis 1930, les communautés juives du monde arabe ont peur, parce qu'elles savent que la rue arabe a manifesté contre la déclaration Balfour. Et ça ne manque pas. En 1945, au Caire, dès le 2 novembre, des tracts sont distribués. Je n'ai pas le temps de vous lire le texte des tracts, mais enfin, ça se trouve partout. Et ces tracts indiquent tout simplement que la communauté juive a intérêt à rester sur ses gardes, à vivre carrément en situation d'autodéfense et de se barricader dans son quartier. Et d'ailleurs, elle va beaucoup compter sur l'autodéfense parce qu'elle a peur des pogroms. C'est ce qui va se passer au Caire à partir du 2, 3, 4 novembre 1945 et très rapidement à Tripoli, à Benghazi en Libye, comme si on s'était donné l'eau d'une certaine façon, à partir du 4 jusqu'au 7 novembre 1945. Avant d'en arriver là, une question. Est-ce que les autorités sionistes en Palestine, c'est-à-dire le Ishouf, c'est-à-dire l'agent juif pour être clair, et son chef, Ben Gurion, est-ce qu'ils sont conscients des menaces qui pèsent sur les communautés juives du monde oriental? Oui. Ça, c'est indéniable. Toutes les archives le disent. La peur est présente à partir de 1943. Ben Gurion le dit, mais d'autres que lui le disent aussi. Ce que nous devons craindre à la fin de la guerre, c'est que les Juifs des pays arabes soient les premières victimes du sionisme. Textuellement. C'est Ben Gurion qui le dit. Ces communautés-là sont en danger. Ben Gurion dit cela à propos de l'Irak en 1944. Lui et d'autres. Et effectivement, c'est exactement ce qui va se passer. Voici ce que dit Ben Gurion le 27 juin 1944. Il parle à Tel Aviv devant l'agent juif. Je prévois une grande catastrophe pour le judaïsme irakien. Bien pire que l'aggravation de leurs conditions qui ne manquera pas, si je les appelle à venir nous rejoindre ici. Fin de citation. Effectivement, dans ces années 45, 50, le gouvernement, l'agent juif d'abord, puis le gouvernement de l'État d'Israël ensuite, sont convaincus que ces communautés sont en danger, il faut les aider, et en premier lieu la communauté d'Irak, parce que c'est une communauté qui a été victime du plus grand pogrom commis en terre arabe au XXe siècle, le Faroud du 1er et 2 juin 1941. Et s'il y a une telle mobilisation sur les Juifs d'Orient, c'est que l'agent juive est aussi consciente, et elle le sait parfaitement, et elle le vit dans la douleur, qu'elle était totalement impuissante à aider les Juifs d'Europe. Donc si demain il y avait une menace de génocide, vous direz, mais vous exagérez. Et non, c'est qu'en 1945, la menace de génocide, elle est dans toutes les têtes, tout simplement parce que le génocide a eu lieu, et que même les Juifs du monde arabe se disent, si ça a eu lieu là-bas, ça peut avoir lieu chez nous, parce que le Faroud de Bagdad nous montre l'exemple. Ils sont capables demain de nous massacrer tous. C'est ce qui se dit dans la rue arabe. Effectivement, en 1940, jamais une telle idée délirante n'aurait parcouru la rue juive. En 1945, oui, parce qu'on a le précédent de l'Europe. Et surtout, on a le précédent de Bagdad. Bon. Donc, réellement, le mot, même si le mot n'est pas encore dans les consciences, n'est pas encore courant, le mot génocide, mais on a peur, une peur prégnante, d'un massacre généralisé des communautés juives. La peur du génocide, tout simplement parce qu'on sait qu'exterminer un peuple, c'est possible. Ça fait partie des possibles. Voilà. Là-dessus, forcément, le conflit en Palestine reprend de plus belle à partir de 1945. Et là, il va échauffer les esprits des deux côtés. La communauté juive suit avec très grande attention ce qui se passe en Palestine, pas seulement parce qu'elle a peur pour elle-même, mais parce qu'elle est solidaire de ce qui se passe en Palestine du côté juif. La communauté arabe suit aussi avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Palestine. D'ailleurs, les rapports français, par exemple, de police au Maroc ou en Tunisie, disent la même chose l'un et l'autre. Ils décrivent deux communautés qui sont aux aguets,
qui écoutent les bulletins d'information, qui lisent la presse, qui sont avides de toutes les nouvelles venues de Palestine. Je dirais vraiment que la cause mobilise les deux communautés face à face. Si je prends le Proche-Orient, comment ça se manifeste? Ça se manifeste d'abord par des émeutes dès le 2 novembre 1945 en Égypte. Les frères musulmans sont en particulier à la pointe des manifestations. Je rappelle que le mouvement islamiste des frères musulmans a été fondé en 1928 par Hassan el-Banna. Les frères musulmans invitent la communauté d'abord à boycotter les juifs et ils invitent la communauté juive par le biais des grands rabbins à se désolidariser en acte de sionisme et donc en particulier à cotiser pour la Palestine arabe. Le 2 novembre, poussés entre autres par les frères musulmans, mais pas seulement par eux, des émeutes se déclenchent au Caire et à Alexandrie. On s'en prend aux juifs, on s'en prend aux étrangers en général, 6 morts en quelques heures, des centaines de blessés, des pillages. Mais très vite, la police arrive à rétablir l'ordre, parce que la police intervient, police égyptienne intervient. Le quartier juif est protégé, ça ne va pas au-delà. Mais on dirait tout d'un coup qu'il y a un effet de contagion, puisque le 4 novembre, à peine la violence est-elle arrêtée au Caire, que le 4 novembre, elle éclate à Tripoli et à Benghazi en Libye, où alors là, c'est beaucoup plus grave, parce que la police libyenne ne bouge pas, ou quand elle bouge, c'est pour prêter main forte aux émeutiers, ce qui n'est pas le cas en Égypte, et où les Anglais ne bougent pas dans l'immédiat, j'ai déjà dit pourquoi, ils ne veulent pas apparaître comme les alliés objectifs des Juifs. Et là, on a une foule carrément qui attaque le quartier juif, et ce quartier juif pratique l'autodéfense, et si l'autodéfense est relativement efficace à Tripoli et Benghazi, là où les Juifs sont groupés, pas où ils sont dispersés, c'est parce que le Guichoum, depuis 1942, a envoyé des émissaires de la Haganah entraîner la jeunesse juive à l'autodéfense. Et ils sont là, ils sont prêts, ils se défendent à peu près comme ils peuvent, en attendant les secours. Effectivement, les secours mettent longtemps à arriver, mais ils arrivent finalement. Mais le résultat de ces émeutes qui sont préméditées est très terrible. Alors, comment sait-on qu'elles sont préméditées? C'est parce que la police anglaise elle-même remarque dans ses rapports, c'est dans les rapports d'archives, la police anglaise remarque que les portes avant l'émeute ont été marquées à la chaux avec des inscriptions en arabe, juif, italien ou arabe. C'est-à-dire que les émeutiers savaient à quelle porte frapper. Et donc du 4 au 7 novembre, c'est l'émeute. Des émeutes qui se déclenchent en différents quartiers de Tripoli en même temps, donc ce qui prouve bien que tout ça est parfaitement prémédité. Le responsable de la communauté juive se mobilise. Il se rend au commissariat central de police de Tripoli. Il demande à voir l'officier de police responsable. Aucun officier de police n'est visible. On lui dit qu'il est parti, qu'il va revenir, qu'il est parti déjeuner, qu'on ne sait pas où il est, on n'arrive pas à le joindre, etc. Bon, bref, total, en 48 heures, 130 juifs sont tués, des centaines de blessés, les corps mutilés sont mutilés de façon extrêmement brutale, barbare, assassinés à coups de massue, assassinés à coups de barre de fer, égorgés une fois tombés à terre et déjà morts. C'est-à-dire que ce que raconte la police anglaise dans ses rapports, les médecins légistes anglais racontent, des scènes d'horreur inimaginables, des enfants au crâne écrasé avec des pierres, c'est quelque chose d'effrayant. La violence a été un déchaînement de violence qu'on n'a pas vu en Égypte. C'est pas du tout la même chose. Là, on a quand même 130 morts, 130 juifs tués en 3 jours d'émeute, avec une police libyenne totalement inactive et même complice, et des Anglais qui interviennent finalement, mais très tard. Ces violences, j'en parlais tout à l'heure, mais elles vont recommencer à Tripoli en juin 1948, au moment de la première guerre estalioire, où la synagogue va être démolie, profanée, les rouleaux de la Torah jetés dans la rue, etc., etc. Bon. Ce qui est frappant, c'est le caractère prémédité des pogroms en Libye. Bon. Au même moment, partout dans le monde arabe, et en particulier dans le monde arabe indépendant, donc en Égypte et en Irak, vous avez des affiches qui sont placardées sur les murs et qui appellent au boycott des Juifs, qui incitent à la violence, citation du Coran à l'appui, qui appellent à des actions violentes. En novembre 1947, par exemple, le gouvernement égyptien envisage, ou il ne le fait pas finalement, il envisage de ficher les Juifs. Là-dessus arrive le plan de partage de l'ONU le 29 novembre 1947. Tout le monde connaît la décision, partage de la Palestine en 2 États. Pour le monde arabe, c'est un choc terrible. Il y a beaucoup de témoignages sur la rue arabe, comment elle a vécu l'affaire. Il y a un témoignage, entre autres, d'un émissaire du Mossad originaire d'Irak qui se trouve en mission secrète à Beyrouth, par hasard, le 29 novembre 1947. Il dort à l'hôtel. Et il raconte que le 30 novembre, il est réveillé par une immense clameur dans la rue. Il se penche et il voit des foules qui manifestent. Il descend, lui, il est parfaitement arabophone, évidemment, il descend, il achète le premier journal, kiosque, et il voit plan de partage de la Palestine. Alors il entend, il raconte ça dans ses souvenirs, il entend la foule gronder, hurler, la foule de Beyrouth,
gronder, hurler contre les Juifs, contre les sionistes, etc. Bref, le plan de partage en Palestine va déclencher une véritable onde de choc dans le monde arabe, dont les Juifs du monde arabe vont être les premières victimes. Et effectivement, déjà, ils avaient été mis en garde le 24 novembre 1947, donc 5 jours avant la décision de l'ONU. Le représentant de l'Égypte aux Nations Unies déclare « Les gouvernements arabes feront tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger leurs citoyens juifs. Mais nous savons tous qu'une foule en colère est bien plus forte que tous les effectifs de police. Involontairement, vous êtes peut-être en train de déclencher une flambée d'antisémitisme au Moyen-Orient qui sera bien plus difficile à éteindre que celle qui a embrasé l'Allemagne. » Fin de citation. Très intéressant ce texte, parce que c'est une menace à peine voilée. Faites attention, les Juifs sont des citoyens comme les autres, nous les défendrons, mais nous ne pourrons pas tout. Et effectivement, le 16 février 1948, 3 mois plus tard, une résolution secrète de la Ligue arabe note que le terrorisme sioniste, je cite, « Le terrorisme sioniste est susceptible de déclencher l'holocauste de la communauté juive. » Fin de citation. Dans quel pays la menace directe est-elle la plus prégnante? En Irak. Et essentiellement en Irak, pas ailleurs. D'abord, l'Irak est un pays indépendant, vous me direz l'Égypte aussi, oui, mais en Égypte, la situation était beaucoup plus modérée, beaucoup moins violente à tous égards. Et l'Égypte est d'ailleurs le seul pays arabe, après avoir spolié les Juifs en 1948, 1949, à leur avoir rendu leur bien en 1950. Certes, ils ne le font pas toujours, mais ils l'ont fait en 1950. J'anticipe un peu. Parlons de l'Irak, qui est de loin l'accident le plus dramatique du monde arabe. N'oubliez pas cette fameuse phrase énigmatique de Ben Gurion en 1954, bien a fait effet. Quand un membre de son parti, le Mapai, lui reprochait d'être resté inactif face aux anciens nazis, et ne pas s'être vengé, il y a cette phrase étrange de Ben Gurion qui dit « Si j'avais dû me venger, j'aurais commencé par l'Irak. » Étonnant. Donc on comprend mieux à partir du moment où on étudie la situation irakienne. Que se passe-t-il en Irak? La presse prône en toutes lettres en Irak, dans ces années 45-49, l'exclusion des Juifs de tous les emplois publics. Il faut renvoyer les Juifs de la fonction publique, tous. La saisie des biens juifs, en compensation, je cite, de ce que les Juifs de Tel Aviv ont volé aux Arabes. L'obligation pour la communauté juive arabe d'entretenir les réfugiés palestiniens qui commencent à arriver au moment de la guerre. Par exemple, à Bagdad, 3 clubs juifs et une école juive sont réquisitionnés par le gouvernement irakien pour accueillir les réfugiés palestiniens et les Juifs sont renvoyés. À Damas, en 1948, le pays est indépendant depuis 2 ans, des Juifs du quartier juif de Damas sont renvoyés de leur maison, chassés purement et simplement, pour y introduire des réfugiés palestiniens qui sont logés à leur place. En Syrie, à Damas et Alep, parce que ce sont les 2 pays où la situation a été la plus violente. À Damas et Alep, en 1948, donc dans une situation d'indépendance, les quartiers juifs sont pris d'assaut et les dirigeants communautaires sont pris de panique et sont obligés de s'enfuir vers le Liban. Ailleurs au Moyen-Orient, à Aden, face au Yémen, là, on a affaire à des émeutes plus graves encore qui ressemblent aux émeutes de Tripoli en 1945. À Aden, le 3 décembre 1947, donc 4 jours après la décision de l'ONU du plan de partage. Là, on a affaire à un véritable pogrom avec complicité de la police d'Aden, qui avait participé aux aides avec les émeutiers à l'assassinat de Juifs, à l'incendie de maisons juives et souvent à l'assassinat de Juifs qui essayaient de sortir du brasier, qui tentaient de s'enfuir, qui furent assassinés purement et simplement à coups de revolver, à coups de fusil ou lynchés par la foule. Quand la guerre israélo-arabe commence en mai 1948, on va avoir le même type d'émeute, le même type de violence, en particulier au Yémen et en particulier en Libye. En Libye, en juin 1948, les émeutes dont j'ai parlé tout à l'heure de 1945 recommencent à Benghazi et à Tripoli et avec le même scénario. Les forces de police n'interviennent quasiment pas, ou quand elles interviennent, c'est bien tardif. La police arabe semble n'avoir tiré que contre les Juifs et pas contre les émeutiers. Et pire, les archives, toutes les archives, et surtout les rapports des médecins anglais témoignent de quelque chose d'assez rare, en tous les cas dans ce type de conflit, c'est qu'un certain nombre de blessés juifs sont morts à l'hôpital, tout simplement parce que les infirmières arabes, apprenant leur identité juive, les ont purement et simplement abandonnés, ils sont morts faute de soins des broches. Pour les Juifs, c'est une catastrophe. Ce qui se passe en 1948, c'est la peur que ça signe partout. Et si beaucoup de Juifs se demandaient, dans les années 30, à la fin des années 30,
est-ce qu'il faudrait, un jour ou l'autre, quitter la terre de naissance? Eh bien, en 1948, ça n'est pas « est-ce qu'il faudra partir un jour ?» c'est « quand faudra-t-il partir ?» Et ça, c'est très net en Irak, c'est très net en Syrie. En particulier, c'est moins net en Égypte. Donc la question désormais, c'est quand partir et comment partir dans une atmosphère de peur qui empoisonne complètement l'atmosphère et dont là-dessus, il y a des centaines et des centaines et des centaines de témoignages. Mais partir, c'est une chose, encore faut-il pouvoir, et pour pouvoir partir, il faut un passeport. Or, l'obtention d'un passeport, c'est le prétexte, 1, à des démarches administratives sans fin. 2, c'est un prétexte à une extorsion de fonds sans fin. C'est-à-dire qu'il faut graisser la patte aux uns, aux autres, pour avoir le passeport. Et quand on l'a, encore faut-il que le visa qu'on a obtenu de sortie soit toujours valable, parce que le visa n'est valable que 3 mois. Mais si pendant ce temps vous n'avez pas le passeport, et que vous avez le passeport au bout du 4e mois, il faut recommencer la démarche pour le visa. Et donner encore de l'argent, évidemment. Parce qu'on pense que, en particulier en Irak, la communauté juive est riche, ce qui est vrai d'ailleurs, la communauté juive irakienne est plus riche que celle des autres pays arabes que je parle ici, et que la communauté juive irakienne, on va la faire payer au maximum, on va la spolier au maximum par des menaces, de la rétorsion, du chantage, de la peur en permanence, au point que vous avez cet homme d'affaires juif irakien qui déclare à un diplomate anglais qui le rapporte dans un rapport en 1947, je crois, il dit « je donnerai toute ma fortune pour un passeport ». Or, 15 ans plus tôt, jamais on n'aurait pu penser que les juifs irakiens étaient sur le départ. Il n'y avait pas moins sionistes que la communauté juive d'Irak. Sur 130 000 membres, 500 membres seulement militants sionistes. Bon. Comment est-ce que ça se concrétise sur le fond de ce climat de peur? Ça se concrétise d'abord par des menaces verbales. N'oubliez pas qu'on a affaire à des communautés arabophones qui lisent l'arabe, qui parlent l'arabe, qui ont fait leurs études en arabe. Je pense aux lettrés juifs de Syrie ou d'Irak qui ont passé leur baccalauréat en arabe, pas dans une autre langue. Donc, ils sont complètement au courant de ce qui se dit, de ce qui s'écrit dans les journaux, de ce qui se dit à la radio. Or, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui s'écrit? Ils lisent les tracts, ils lisent les journaux. Octobre 46, Égypte, un tract circule et dit ceci: ce sera un jour de fête que celui où nous répéterons pour vous, les Juifs, le massacre des Allemands, où nous vous supprimerons totalement. Fin de citation. On ne sait pas quel signe le tract. On pense que c'est les frères musulmans, on n'en a pas la preuve. Une chose est sûre, c'est que les frères musulmans disent clairement avant 1948, en Égypte toujours, je cite, la création d'un État sioniste en Palestine transformera les communautés juives dans les pays arabes en 5e colonne sioniste. En clair, fin de citation, pardon, en clair, ce sera une menace directe et il faudra à ce moment-là agir. Bon. Alors on pourrait penser qu'il n'y a que le Proche-Orient qui est visé. Non. Le Maghreb est plus à l'écart, c'est vrai, parce qu'il est tenu par la loi française, par le protectorat français ou par la colonie française, et donc là, de ce côté-là, les violences sont nettement moindres et elles sont largement tenues par l'autorité coloniale française. Mais même au Maroc, les rapports de police en 1948 font état de peur. Par exemple, à Oujda, dans une ville frontalière de l'Algérie, là où passe effectivement un certain courant de MIF pour l'Alia à la Palestine, qui passe par Alger, d'Alger à Marseille et de Marseille à Haïfa, effectivement, à Oujda, dans ces 13 jours-là, la peur est quasi permanente, et c'est pas par hasard, c'est à Oujda le 7 juin 1948 qu'aura lieu un pogrom. Oujda est dans une ville voisine qu'aura lieu un pogrom important. Troisième exemple, l'Irak. En 1948, plusieurs journaux irakiens menacent les communautés juives qui seront une fois incapables de protéger la Palestine, je cite, de l'écume de la terre. Irak, janvier 1949, la guerre israélo-arabe est sur le point de se terminer. Le premier ministre d'Irak, qui s'appelle Nouri Saïd, il explique à l'ambassadeur britannique que la communauté juive d'Irak sera menacée de déportation si les Palestiniens ne retournent pas dans leur maison. Fin de citation. Cinquième exemple, la Syrie. Nous sommes à Damas en 1947, écoutez bien ce témoignage qui vient des rapports américains. La commission d'enquête anglo-américaine sur la Palestine, c'est ce qu'on appelait l'UNSCOP, qui s'est promenée dans tous ces pays du Proche-Orient et bien sûr en Palestine pour entendre les avis des uns et des autres, donc au Liban, en Syrie, en Irak, en Égypte, bien sûr, et en Palestine. L'UNSCOP, donc des délégués britanniques et américains de l'ONU, sont à Damas en 1947 et ils auditionnent des juifs comme les arabes, ils auditionnent quelques communautés. Ils auditionnent ici en public, ils sont en public. Les 3 délégués juifs de Syrie, ils disposent d'un temps de parole de 20 minutes, les délégués juifs. Le porte-parole et les délégués juifs n'utilise que 45 secondes de son temps de parole.
Je cite, les 3 Juifs avaient l'air terrifiés. Et quand le responsable américain leur demanda s'il n'avait rien à ajouter, le délégué juif secoua négativement la tête. Les 3 délégués juifs regagnèrent précipitamment leur siège au fond de la salle, alors que les musulmans se montrent railleurs à leur endroit en déclarant pour certains d'entre eux, ouvrez les guillemets, ils ont compris ce qui les attendait. Fin de citation. C'est clair. Donc, est-ce qu'on peut parler de communauté otage? L'évidence. On a affaire à des communautés otages. D'ailleurs, la Ligue arabe ne s'en cache pas. Elle le dit. Le 23 décembre 1945, la Ligue arabe prévient. En cas d'échec qui boycotte les Juifs en Palestine, certains, c'est dans le texte, je ne sais pas préciser l'écriture, pourraient être tentés par un pogrom, je cite, ouvrez les guillemets, par un pogrom à large échelle contre les boutiques juives accusées de constituer en Égypte une 5e colonne des sionistes. Il y a beaucoup d'autres citations du même acabit. Par exemple, en 1946, le ministre irakien des Affaires étrangères d'Irak, Al-Jamali, déclare devant l'UNSCOP, dont j'ai parlé tout à l'heure, que le sort des Juifs dans les pays musulmans dépend des événements en Palestine. Le premier ministre d'Irak, Maurice Saïd, que j'ai évoqué tout à l'heure, dit carrément que les Juifs d'Irak sont des otages, et emploie le mot otage. En janvier 1946, à l'université américaine du Caire, le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Abdul Rahman Azam, déclare, je crois l'avoir dit il y a 2 semaines, je répète cette citation, « Les sionistes sont une malédiction pour les Juifs eux-mêmes et bien sûr pour nous les Arabes. Nous appelons les Juifs du monde à se repentir et à se souvenir qu'ils ont des frères en Orient qui détesteraient d'avoir à accroître la somme de leur misère. » Fin de citation. Je l'avais cité dans cette phrase. Donc voilà où on en est face à une situation qui est difficile parce que quand la violence se déchaîne, la passivité au mieux, la passivité de la police arabe est consternante, au pire elle est complice, c'est pas vrai partout, c'est pas vrai en Égypte par exemple. L'autodéfense juive fait ce qu'elle peut, mais elle ne peut pas de miracle. Elle ne peut qu'attendre des premiers secours, et si ces premiers secours tardent à venir, elle est submergée par la foule pogromiste. Bref, on est dans une situation de plus en plus dangereuse avec un effet de contagion et un effet de violence tel que les communautés juives, je l'ai dit tout à l'heure, j'y insiste, ont totalement perdu un certain sentiment de sécurité qui était le leur dans les années 20. Dans les années 20, la grande majorité des communautés juives ne se posait pas de questions sur son avenir en terre africaine. Elle pensait qu'il était assuré, même si elle avait peur malgré tout, même s'il n'y avait jamais eu une véritable fraternité, mais tout de même, la coexistence était possible. À partir des années 35, 38, 40 et à fortiori 45, c'est terminé. Il semble qu'il y ait un divorce entre le monde juif et un environnement arabe qui semble ne pas supporter l'émancipation juive en général et a fortiori ce qui est en train de se passer en Palestine. Avec, je l'ai dit tout à l'heure, un amalgame complet entre juifs et sionistes. Alors, quand la guerre éclate en mai 1948 entre Israël et ses voisins arabes et les Palestiniens, comment les communautés juives d'Orient vivent-elles cette guerre? Elles sont en première ligne d'une certaine façon alors qu'on n'a rien demandé du tout. Donc l'impact est profond, par exemple pour les Juifs d'Égypte. Je vais prendre 2-3 exemples concrets. L'Égypte est un pays en guerre contre Israël, c'est un pays indépendant, donc les Juifs d'Égypte, environ 70 à 80 000, sont en première ligne, et très vite, dès le 15 mai, je rappelle que la guerre commence le 14. Dès le 15 mai, la violence ouverte se déchaîne contre les Juifs d'Égypte avec des arrestations en masse, des campagnes de diffamation, de boycott, la publication dans la presse arabe de listes d'hommes d'affaires juifs. Ils sont sommés de cotiser pour la Palestine, comme en Irak, comme en Syrie, comme ailleurs, et dès le premier jour, le 15 mai, 1000 juifs sont arrêtés au Caire, incarcérés, puis des centaines d'autres le lendemain, 1000 autres encore la semaine suivante, y compris des femmes. Les arrestations ont lieu dans la rue ou à domicile, souvent la nuit. Lors des perquisitions, tout ce qui ressemble à un document hébraïque, donc tout ce qui porte une lettre hébraïque, et donc forcément un texte de Torah par exemple, un texte religieux, est immédiatement suspect et vous vaut l'arrestation, même quand il s'agit simplement d'un rituel de prière, un sidour par exemple. Et à cela, à cette atmosphère de peur, de panique, d'arrestation, pratiquement 3000 juifs ont été arrêtés, souvent les leaders de la communauté, les plus riches, les plus influents. Donc on imagine le chantage qui est fait sur eux pour l'argent, pour pouvoir être libérés. Les attentats aggravent encore un peu plus la panique parce qu'il y a des attentats. À l'été 48, plusieurs attentats font plus de 50 morts dans les synagogues d'Égypte, du Caire. Le 22 septembre, deuxième vague d'attentats, plusieurs bombes explosent qui font 29 tués dans les synagogues et 70 blessés.
Donc 2 vagues d'attentats avec une atmosphère pogromiste à peu près partout. Résultat, entre 1948 et 1950, sans aucune expulsion du gouvernement égyptien, qui a arrêté des gens, qui les a incarcérés 1 an et demi, pour quelques mois parfois, qui les a finalement libérés tous, qui a spolié les biens et qui finalement va les rendre en 1950. C'est le seul pays arabe à l'avoir fait. C'est important à noter. Et bien entre 1948 et 1950, sans qu'il y ait expulsion, 25 000 juifs d'Égypte quittent le pays, d'eux-mêmes. Les 2 tiers d'entre eux vers Israël et 1 tiers vers l'Europe. 25 000 sur 80 000, c'est-à-dire plus d'1 sur 4 déjà. Deuxième exemple, l'Irak. C'est bien pire en fait. En Irak, il n'y aura pas de violence ouverte parce que l'appareil d'État irakien veille au grain et empêche la rue arabe de déborder sur la violence ouverte. Mais en même temps, la pression sur les Juifs d'Irak est telle, la peur sur les Juifs d'Irak est telle, qu'il va y avoir une volonté de départ massive de la part de gens qui, encore une fois, n'ont pas de réelle sympathie pour le sionisme et n'entendaient pas 20 ans avant quitter leur pays l'Irak. Premier point, la peur de témoigner. La peur de témoigner est totale. La communauté juive est en but à des violences, à des brimades, à des assassinats. Certes, pas des dizaines d'assassinats, mais un ici, 2 semaines plus tard, un autre là. Tel autre juif sorti d'un club juif d'une synagogue est abattu en pleine rue, et ainsi de suite. Ainsi de suite, si vous voulez. Donc l'atmosphère est de plus en plus prégnante, de plus en plus angoissante. Et on peut témoigner auprès de la police, mais ça sert à quoi? À rien. Ça ne peut pas aggraver la situation. Donc peur de témoigner totale. Plusieurs juifs s'adressent en anglais aux membres de la commission de UNSCOP, mais en leur demandant de garder l'anonymat. Et ceux qui témoignent disent bien qu'ils ne peuvent témoigner qu'à visage masqué, sans que leur identité soit révélée. Je cite ici le Palestine Post, le journal Palestine Post, qui déclare que cela aurait des terribles conséquences qu'un juif qui raconterait les persécutions subies, endurées en Irak, pour sa famille et pour lui-même. J'ajoute toutes les mesures de restriction, interdit de voyager à partir de 1948. 300 commerçants juifs sont arrêtés à partir de 1948 et emprisonnés pour sionisme. Les arrestations s'enchaînent, chantage pour la libération. On arrête surtout des riches, évidemment pas des pauvres. Vous voulez être libéré? Vous donnez de l'argent. Vous voulez pas donner de l'argent? Très bien. On vous transfère au commissariat central. Et là, les choses sérieuses commencent. Et la torture. Et au bout de quelques heures de torture, vous finirez par donner l'argent. On donne l'argent, mais vous êtes libéré. Ça n'empêche pas que 3 jours après, vous pourrez être fait arrêter. Et à ce moment-là, ce petit jeu va continuer à nouveau et vous allez donner de l'argent. C'est de l'argent, évidemment, qui va directement dans la poche du commissaire, des inspecteurs de police. Bref, c'est de la corruption à très grande échelle. Et ce petit jeu continue jusqu'à rendre la vie infernale de la communauté juive, qui n'a plus qu'une envie, c'est de partir. Ajoutez à cela, évidemment, l'exclusion de tous les emplois publics, la ségrégation scolaire. Et pour terroriser la population juive, l'homme d'affaires le plus riche, juif d'affaires, le plus riche d'Irak, qui est très influent, qui a un grand nombre d'amis musulmans, y compris dans les hautes sphères du pouvoir, il s'appelle Shafik Hadès. Il est très connu. Il est arrêté en août 1948, accusé de complicité avec les sionistes. Août 1948, nous sommes dans la guerre israélo-arabe. Arrêté de complicité avec les sionistes, condamné à mort en quelques jours, probablement torturé. Il est emmené devant sa maison et il est pendu en face de sa maison au public. Pour terroriser la communauté juive. Pourquoi pour terroriser? Parce que le juif d'Irak de base se dit, si même lui, Shafik Hadès, qui est au mieux avec les autorités irakiennes et qui connaît même des ministres, si lui n'a pas été protégé malgré son statut, qu'est-ce que nous valons, nous, simples citoyens juifs d'Irak? Rien. Nous n'avons aucune protection. Et en Irak, comme en Égypte, et avec beaucoup plus de violence qu'en Égypte, tout symbole juif est caché. Quand la police descend à 2-3 heures du matin, là-dessus, il faut lire les rapports diplomatiques français très édifiants là-dessus, qui parlent de Gestapo. La diplomatie française parle dans ses rapports de Gestapo. C'est les méthodes hitlériennes. La police descend à 3-4 heures du matin, perquisition dans une famille terrorisée, les enfants sortis du lit, et tout ce qui ressemble à un symbole juif, ça vaut arrestation. Et donc forcément, il y a une mezouza, il y a un Tranoukia, il y a parfois des lettres de la communauté, de la famille qui sont envoyées de Tel Aviv. Et là-dessus, d'ailleurs, les membres de la famille ont pris soin de brûler toutes les lettres, de brûler les timbres pour les philatélistes qui venaient de Palestine juive. Donc les caractères hébraïques dessus, tout a été brûlé. Et ceux qui, malheureusement, n'ont pas tout brûlé, ceux-là se sont arrêtés immédiatement. Donc, c'est pas seulement les symboles juifs qui se sont cachés, mais pour terroriser la population. En mars 1949, la guerre israélo-arabe est à peine finie, que 7 juifs sont pendus après condamnation à mort. Pourquoi? Pour affiliation avec le mouvement sioniste.
Le judaïsme irakien est progressivement condamné à mort. Il est étranglé économiquement, plus d'emploi, plus de commerce, boycott, le nombre de chômeurs explose, le nombre de mendiants explose. La communauté juive les aide, comme elle peut, mais ses ressources ne sont pas illimitées, évidemment. Les œuvres caritatives sont débordées, la misère enfle de tous les côtés. Ça sera l'une des causes profondes du départ. Il n'y a plus rien à faire en Irak. En Libye, troisième exemple, c'est la même peur. C'est la même peur en même temps nuancée, parce que la Libye n'est pas encore indépendante. Et les Anglais sont là. Je rappelle que les Anglais ont fait la succession des Italiens, après la défaite des Italiens dans la Seconde Guerre mondiale. En Libye, on a surtout peur que recommencent les pogroms de 1945. Les pogroms de 1948, parce qu'on a vu la violence des pogroms, 130 morts en 1945. Et je dis dans quelles conditions ils ont été assassinés. Au moment où se négocie l'indépendance de la Libye, entre les Anglais d'une part, les dirigeants nationalistes libyens d'autre part, et l'ONU en troisième lieu, eh bien, les Anglais témoignent du fait que les négociateurs arabes libyens sont hostiles à l'idée d'accorder une place aux minorités, et en particulier à la minorité juive, qui est libyenne de toute éternité, qui a donc toute sa place dans la Libye, et qui visiblement, les dirigeants arabes ne sont pas prêts à lui faire une place. Mais surtout, il y a plus grave, et ça inquiète les dirigeants juifs, les dirigeants arabes refusent de signer la garantie de la liberté d'émigration après l'indépendance. Et ça inquiète énormément la communauté juive, qui se dit donc nous restons en Libye, d'accord, mais nous voulons être libres de sortir quand nous le voudrions. Et ça, c'est un refus. Et du coup, la communauté juive libyenne, quand elle apprend que l'indépendance est pour 1951, va se précipiter en masse, dès qu'on en a la possibilité, vers les consulats britanniques et autres, pour demander un visa d'émigration, et ce visa d'émigration se met à Palestine, c'est-à-dire l'État d'Israël en 1950, en masse. Dès qu'elle en a le feu vert, et les Anglais lui donnent le feu vert en 1950, je prends au début 1950, c'est le départ en masse par peur, par une peur panique de ce qui pourrait se passer. Alors cette peur, elle ne peut se comprendre aussi que par le climat de haine qui règne. Je voudrais vous donner un exemple du climat de haine d'une jeune juive libyenne qui raconte qu'elle avait 9 ans. C'est un peu après les événements parce qu'en Libye, 80 à 90% de la communauté part en 1950-51, juste avant l'indépendance. Il reste 10% des juifs de Libye qui vont finir par partir les uns après les autres entre 1952 et la guerre des 6 jours, 1967. Au moment où Kadhafi prend le pouvoir en 69, 70, 69, quasiment plus de juifs en Libye. Il en reste très peu. Elle s'appelle Regina Bavdman. Elle a 9 ans en 1957. 57 ans. Donc après le grand exode, elle se souvient de son professeur de mathématiques. Écoutez l'exercice de mathématiques qu'il lui donne à elle et à ses camarades de classe. Si vous avez 10 juifs et que vous en tuez 5, combien en avez-vous laissé en vie? Fin de citation. Elle écrit, c'était là, plus tard, le premier bout de la haine. Fin de citation. Voilà l'atmosphère. En 1948, 2 ans avant l'indépendance, les juifs de Libye apeurés envoie une lettre ouverte au Conseil de sécurité de l'ONU. Cette lettre, on peut le lire, c'est dans les archives. Je cite les derniers mots de la lettre, qui sont très émouvants. Nous lançons ce cri à tous les peuples libres. Libérez-nous, libérez-nous, libérez-nous. Fin de citation. Et en juin 1948, après les pogroms du 12 et 13 juin 1948, donc au moment de la guerre israélo-arabe, le correspondant de l'Alliance à Tripoli écrit « Le mot d'ordre de tous les juifs actuellement et sans exception est de partir. N'importe où, mais partir. Quitter cet obsédant cauchemar est devenu l'unique but de tout juif ici. Mais partir est un mot et la réalité est tout autre. Les autorités locales interdisent tout départ. » Fin de citation. On est dans un climat dangereux entre 1948 et 1950. J'ajoute qu'après la guerre israélo-arabe, quand ces États arabes indépendants, l'Irak, la Libye à partir de 1951, la Syrie à partir de 1946, l'Égypte depuis beaucoup plus longtemps, eh bien, ces pays arabes, et surtout l'Égypte, la Syrie et l'Irak, vont accueillir d'anciens nazis dans les années 50 et les années 60. Et d'ailleurs, les dirigeants du nationalisme égyptien ne s'en font pas cacher. Je pense à Anwar el-Sadat, qui raconte dans ses mémoires que Nasser et d'autres jeunes officiers comme lui, comme eux, avaient été des lecteurs des protocoles des sages de Sion et des admirateurs de l'Allemagne nazie. C'est un climat qui n'est pas évité à l'Égypte. On trouve les mêmes témoignages en Syrie, en Libye. Hitler est glorifié en Syrie, par exemple, dans un certain nombre de journaux. Je n'ai pas le temps de donner tous les détails. Je voudrais terminer sur l'après 1949. Ce qui va se passer après 1949, c'est le départ forcé de toutes les communautés.
Certes, au sens juridique du terme, il n'y a pas d'expulsion. À part l'Égypte en 1956, il n'y a pas d'expulsion. Mais c'est jouer sur les mots que de penser qu'il n'y a eu aucune expulsion. En fait, tout a été fait pour exclure, pour rendre la vie infernale, et pour faire en sorte que le départ, dans n'importe quelle condition, était une libération. Comment? On va demander des postes parce que nouveaux médecins, nouveaux avocats, nouveaux ingénieurs, nouveaux professeurs, nouveaux techniciens, nouveaux agents de maîtrise, etc. Bref, il y a une concurrence sociale, une lutte pour les places, qui fait que les Juifs sont des gêneurs et qu'on va tout faire pour les mettre à la porte, pour prendre précisément leur place. Premier point. Deuxième point, les minorités juives, elles existent dans tous les pays arabes. Quand ces États arabes deviennent indépendants, oui ou non, leur fait-on une place dans les nouveaux gouvernements arabes? Non. Non, sauf dans deux cas, le Maroc et la Tunisie. Au Maroc, dans le premier gouvernement marocain formé après l'indépendance en 1956, il y a un ministre juif, Léo Benzaké. Il est ministre des PTT. On remarquera simplement qu'il est médecin. Il est ministre de la Santé. Mais il sera ministre que pendant un an et demi, pas plus. Au prochain remaniement ministériel, on se passera de ses services. A-t-on nommé un autre juif à sa place? Pas du tout. Il n'y aura jamais de second gouvernement des lieux au gouvernement marocain. En Tunisie, c'est passé la même chose. Il y a eu un ministre juif dans les premiers temps. Il n'y en aura pas de second. Bon. Donc, très vite, on a eu une sorte de faire-valoir au début, pour faire plaisir aux Occidentaux, en particulier aux Américains, pour leur montrer, regardez, nous sommes tous sur un pied d'égalité, nous avons respecté nos engagements. Il y a des ministres juifs. C'est une pure illusion sur le fond. À partir de 1957-1958, il n'y a plus de ministres juifs. Quant à l'Irak, la Syrie, l'Égypte, etc., n'en parlons pas, il y a la Libye, il n'y en a pas du tout. Bon, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que il y a tout simplement le fait que, en poussant au départ les Juifs, en créant un tel climat de crainte, on va les pousser à vendre leurs biens, à vendre leurs biens à perte, parce que le climat de panique est tel que c'est plus de la vente, c'est de la braderie. On va brader les biens pour pouvoir partir et partir le plus vite possible. Et comme on est sur le départ et qu'on veut se débarrasser des biens, eh bien les biens mobiliers ou immobiliers ne valent plus grand-chose sur le marché. Les Juifs veulent partir, ou ceux qui veulent partir, les acheteurs arabes qui sont là, qui sont évidemment avides aussi d'acquérir ces biens-là, n'ont qu'à attendre. Vous voulez donc? Vous voulez partir? C'est bien. Vous voulez quel prix? Ce prix-là? Non, c'est trop cher. Vous attendez une semaine et le prix baisse. Et il va baisser. Ce qui fait qu'un grand nombre de villas, de maisons, d'appartements, de biens de toutes sortes, au Maroc, en Libye, en Tunisie, en Irak, etc., seraient vendus pour une bouchée de pain. Pour rien, quasiment donné. Donc il y a ces trois raisons-là. Et alors, cette exclusion de la vie économique et culturelle, est-ce que c'est une politique concertée ou est-ce que c'est une politique totalement anarchique? C'est une politique tout à fait concertée. L'exclusion de la vie sociale, économique, culturelle est une politique globale. En 1947, les mouvements nationalistes arabes tiennent une conférence sur la Palestine. Ce n'est pas la première du genre, mais ils la tiennent en Syrie, dans la ville de Bloudan. Ils en avaient déjà tenu du même style, dans la même ville, en 1937. Eh bien, à la conférence de Bloudan, en Syrie, en 1947, je cite, « La conférence a décidé que tous les États arabes devaient s'employer de leur mieux à briser la position économique et financière des Juifs à l'intérieur de leurs frontières. » Fin de citation, nous sommes en 1947. C'est effectivement ce qui va se passer. Donc tout a été préconisé. Ce n'est pas du tout de l'anarchie. Les groupes ultranationalistes, ici, les groupes islamistes là, par exemple en Égypte, Ahmad Hussein, c'est un groupe ultranationaliste, et le mouvement Jeune Égypte, et les frères musulmans, c'est évidemment un groupe d'une autre nature. Mais ils convergent en tous les cas vers le même boycott des Juifs. Alors je cite ici le cas égyptien, 1948, frères musulmans, des tracts qui disent ceci. Ne traitez pas avec un commerçant juif, n'achetez pas de juif, ne vouliez pas d'amitié avec un juif. Si vous êtes avocat, ne défendez pas un juif. Si vous êtes médecin, ne soignez pas un juif, parce que le juif ignore le sentiment d'humanité. Fin de citation. On est en 48. En Égypte, plus concrètement, la détention de la nationalité égyptienne est désormais nécessaire pour trouver un emploi. Donc du coup, les fameux apatrides dont je parlais tout à l'heure n'ont pas d'emploi. Et ils se retrouvent privés d'emploi alors qu'ils en ont par exemple les capacités. Puisque une grande partie de la communauté égyptienne est parfaitement éduquée, il est très alphabétisé. Elle ne peut pas. La carte de nationalité égyptienne, évidemment, un grand nombre de juifs égyptiens vont la demander, puisque désormais il faut l'avoir pour avoir un emploi. Mais on va leur refuser. On la leur refuse sans explication. Donc chômage massif dans les années 50. Chômage massif, par exemple, en Syrie,
un tiers des magasins juifs sont abandonnés par leurs propriétaires entre 1948 et 1954. Simplement parce qu'il n'y a plus de clients. Le boycott est total. Eh bien, ce qui se passe en Syrie, en Égypte, en Libye, ça se passe à peu près partout, dans tout le Proche-Orient, des mesures de rétorsion. Par exemple, en Irak, plus concrètement, c'est l'inscription des Juifs sur les listes noires, on n'achète pas aux Juifs. La restriction de vente de terres et d'immeubles. Vous voulez vendre une terre, vous voulez vendre un immeuble, vous devez d'abord avoir une autorisation du ministère de la Police, de l'Intérieur. Et là, vous avez évidemment beaucoup de passe-droits, beaucoup de pots de vin à payer, etc. Limitation de l'import-export. Vous voulez importer de la marchandise, vous êtes commerçant. Vous voulez importer de la marchandise, il devez avoir une licence. Vous êtes juif, il faut avoir une licence, c'est beaucoup plus difficile que pour un autre. Vous devez là encore dresser la pâte, donner de l'argent. Et encore faut-il mieux vous mettre en cheville avec un commerçant musulman. Lui, il aura la licence. Il travaillera avec vous. Et forcément, le partage des bénéfices sera léonin. Vous êtes une bombe juive, on va vous retirer la licence. Sans explication. On ne va pas vous expulser, évidemment, personne n'est expulsé. On va vous rendre la vie tellement infernale que vous n'aurez pas d'autres possibilités, d'autres issues que de partir. Vous êtes accusé de telle ou telle manifestation, peu importe, on peut accuser un juif très rapidement. Vous êtes mis en prison, mais avant même de prouver votre culpabilité pour bien sont mis sous séquestre. Votre compte en banque est bloqué. Vos marchandises, si vous êtes commerçant, sont consignées à la douane. Vous êtes commerçant, les CD sont imposés sur le commerce. Vous êtes libéré parce que vous avez prouvé votre innocence, très bien. Mais alors vous allez payer une amende pour recouvrer tous les biens en question. Sinon, vous ne recouvrez rien du tout. Bref, à force d'appauvrir les communautés juives, de les mener à la mendicité, finalement, les gens passent les uns après les autres. Alors, dans un cas en particulier, je vais donner 2-3 exemples rapides et j'inciterai sur le cas de l'Irak. En Libye, la spoliation s'est faite par étapes. Un grand nombre de juifs étaient pauvres, qui n'ont pas abandonné grand-chose sur place. C'était des gens miséreux pour beaucoup d'entre eux. Ceux qui avaient des biens, ceux-là ne sont pas partis en 1951. Mais ceux-là vont être spoliés par étapes entre 1951 et 1967 ou 1969. On va leur prendre progressivement tous leurs biens, ce qui fait que beaucoup seront obligés de quitter la Libye sans un sou en poche. Et c'est ce qui va se passer. La dernière partie de la spoliation, c'est Kadhafi en 1970. En Syrie, ça avait commencé dès 1950. En Égypte, vous avez la même extorsion de fonds qui commence à partir de 1948. 48-49, l'extorsion de fonds est à grande échelle, mais je l'ai dit tout à l'heure, j'insiste, à partir de 51, le gouvernement égyptien relâche la pression, il libère tous les juifs emprisonnés et il rend leurs biens aux juifs à qui les biens ont été spoliés. Il y a un autre pays qui est dans ce cas, qui a interdit immédiatement d'emblée la spoliation des biens juifs, c'est le Liban. Au Liban, il n'y a même pas eu d'ailleurs de spoliation de biens juifs. Ceux qui se sont emparés des biens juifs sont immédiatement fait taper sur les doigts par les autorités libanaises et les biens ont été rendus tout de suite en 47, 48, 49. C'est le seul cas. En Égypte, les biens sont rendus en 1951, mais ce ne sera pas toujours vrai. Avec la guerre israélo-égyptienne de 1956 et l'intervention franco-britannique, il y a eu une deuxième vague de persécution, et là, c'est expulsion et spoliation définitive, avec le droit pour chaque réfugié juif de quitter l'Égypte avec en poche 5 livres égyptiennes, c'est-à-dire 14 $. Ni plus, ni moins. Avec des biens juifs mis sous séquestre, mobilier et immobilier, avec des officiers qui, sous la menace, viennent voir les familles juives en leur demandant de leur céder leurs biens pour une poignée de billets, pour rien, en les menaçant carrément en sortant leur revolver, avec même, donc en cas de refus, qui sont emprisonnés, battus et torturés. Donc, en fait, on a un appauvrissement de la classe moyenne égyptienne catastrophique entre 1956, 1957 jusqu'en 1967, qui fait que la communauté juive d'Égypte n'a quasiment pas pu sauver, grande partie d'entre elles, les biens qu'elle avait pu édifier au terme pratiquement d'un siècle d'enrichissement. Bon. Mais le cas de saisie le plus flagrant, le cas de spoliation le plus violent, c'est le cas de l'Irak. Parce que c'est une spoliation par surprise. Je rappelle les faits en 2 mots. En 1950, en mars 1950, le gouvernement irakien qui persécute les Juifs, sans les expulser, brutalement, le 2 mars, change son fusil d'épaule et décrète que les Juifs qui voudraient quitter le pays le peuvent, en s'inscrivant sur des listes de départ, à une condition, c'est de renoncer à leur nationalité irakienne. Dans ces conditions, de rendre leurs biens, etc., et se préparer au départ. Le gouvernement irakien s'attend à 10, 15, 20 000 personnes peut-être qui pourraient partir. Il ne s'attend pas à un exode de toute la communauté.
L'État d'Israël, qui est au courant évidemment, s'attend à 40 000 départs. Je rappelle qu'il y a 138 juifs d'Irak. L'atmosphère est telle qu'en fait, ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 40 000, c'est la totalité qui nous. Au fur et à mesure que les mois passent, entre mars 50 et mars 51, donc la loi s'arrête. Le 2 mars 51, on est d'accord, un an. Après un an, les listes sont clôturées. Finalement, c'est pratiquement 110 000 juifs d'Irak, 115 000 juifs d'Irak qui s'inscrivent, 85% pratiquement qui s'inscrivent. Pas brutalement, alors que les listes sont closes. Le 2 mars 1951, le gouvernement irakien, le Parlement irakien, en séance de nuit, promulgue une loi qui décrète que tous les juifs inscrits sur les listes voient leurs biens bloqués en Irak. C'est-à-dire que tous les biens, meubles, immeubles, comptes bancaires et autres ne peuvent plus sortir. Donc vous pouvez partir, oui, mais sans rien emporter. Rien. Et c'est effectivement ce qui va se passer. C'est un coup de force juridique qui, au moment même, selon les chiffres donnés à l'époque, aurait extorqué à la communauté juive d'Irak 200 millions de dollars. C'est un racket. C'est du gaustérisme gouvernemental pur et simple. 200 millions de dollars. Là aussi, les juifs d'Irak sont autorisés à partir à l'aéroport, parce que les départs se font par avion, avec 15-20 livres irakiennes, je crois que j'ai plus le chiffre en tête, en poche. Et même là, même à l'aéroport, on assistera à des scènes d'une violence inouïe, où des policiers et des douaniers vont racketter les communautés juives, vont voler les bijoux au cou des femmes, ou les bagues aux doigts, ou les bracelets, devant les enfants, en frappant ces femmes, en frappant ces hommes pour leur voler leurs derniers biens. Ce qui fait que les Juifs d'Irak arrivent à Tel Aviv, par l'avion, après leur expulsion, car c'est une quasi-expulsion bien évidemment, sans rien. Or, c'était la communauté juive la plus riche du monde arabe. C'est une spoliation et une purification ethnique dans les grandes larges. Et c'est l'un des cas les moins connus qui soient. Seulement pour en arriver là, il faut savoir aussi ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un climat de terreur dont je n'ai pas parlé, mais dont j'aimerais dire quand même deux mots. Un climat de terreur dont j'ai dit tout à l'heure que l'ambassadeur de France avait dit en octobre 1949, je le cite, j'ai le texte sous les yeux, « La police lance une vague d'arrestations massives effectuées dans le meilleur style de la Gestapo. » C'est l'ambassadeur de France qui parle. Alors je vais vous dire en quoi ça consiste. Ces juifs qui sont arrêtés en 1949, qui vont être libérés, contre argent, sonnant et trébuchant, vont être tous systématiquement torturés. Je cite. Les coudes et les poignets solidement attachés par des chaînes. Les jambes sont soulevées et fouettées par tout le corps. Immersion des mains et des pieds dans l'eau bouillante. Application sur tout le corps de fer à repasser brûlant. Fin de citation. Tous les rapports de la Grande Juive aux archevêchés de Jérusalem témoignent des cris épouvantables pour en entendre les commissariats de Bagdad. C'est ça le climat de terreur qui explique le départ. Ajouter les abus sexuels sur les jeunes prisonniers juifs et surtout les viols sur les jeunes filles et les jeunes femmes. Voilà la situation. C'est encore l'ambassadeur de France qui parle en octobre 1949. L'atmosphère de crainte est fomentée. C'est lui qui parle, c'est pas un leader sioniste. Afin de créer chez les Juifs un climat d'insécurité en portant atteinte à leur liberté personnelle et en menaçant leurs intérêts. Fin de citation. C'est clair, il s'agit de les faire partir. Il s'agit de les terroriser. C'est effectivement ce qui va se passer. J'ajoute, en matière de spoliation, qu'il y a également saisi des biens collectifs. Les hôpitaux communautaires du Caire et d'Alexandrie, les hôpitaux juifs, sont saisis immédiatement, attribués à l'armée égyptienne. En Irak, même les rouleaux de la Torah sont volés dans les synagogues et attribués au département des antiquités du musée de Bagdad. Les institutions scolaires juives dont l'Alliance sont purement et simplement spoliées, fermées, leurs locaux volés, purement et simplement, ou alors nationalisés comme dans le cas marocain en 1961. Ça n'est pas là du vol, évidemment, c'est une nationalisation du réseau d'enseignement de l'Alliance. C'est un peu différent. Le résultat, c'est que les départs partout dans le monde arabe, à quelques exceptions près, se font dans un dénuement total. Je parle ici par exemple des Juifs de Tunisie. En 1961, le journal L'Arche, tout le monde connaît, titre à propos des Juifs de Tunisie, avec 1 dinar en poche, en précisant que les autorités tunisiennes les ont empêchés d'emporter davantage. Et en 1962, dans la même revue L'Arche, Albert Memmi, tout le monde connaît, écrit au sujet des Juifs de Tunisie, écoutez bien ce qu'écrit Memmi. On leur permet de partir à condition de partir tout nus. Malgré les ordres, ils essayent d'emporter un matelas, des couvertures, quelques vêtements. Généralement, ils sont obligés de les abandonner au port, à la douane.
Sur le pont du bateau, ils sont réduits à leur personne physique et aux vêtements qu'ils portent sur le dos. Il vaut mieux voir la vérité par la force ou en douceur des pays arabes, même les plus modérés, qui quittent leurs juifs. Fin de citation. C'est vrai partout, ce que dit ici Albert Memmi. C'est vrai souvent dans un climat de violence épouvantable. Je l'ai dit, dans le cas de l'Irak, c'est très net, dans le cas de la Syrie aussi, parce qu'alors là, on a la communauté juive qui est retenue en otage, qui ne sera libérée totalement qu'en 1994, par le biais de la pression américaine sur les autorités syriennes. Et enfin, dernier point, je terminerai là-dessus ce soir, c'est qu'on ira dans certains pays, mais pas partout, en particulier en Libye, on ira jusqu'à l'effacement de la présence juive millénaire dans ces territoires. Par exemple, en Libye en 1969, après l'arrivée au pouvoir du colonel Kadhafi, les Libyens ont purement et simplement détruit les cimetières juifs en n'offrant même pas la possibilité de rassembler les ossements pour les mettre quelque part, pour ne pas les jeter à la mer. Je cite le quotidien libyen Al-Raid en octobre 69. Je rappelle que le coup d'État de Kadhafi date de septembre 69. Écoutez bien ce texte. Il faut supprimer sur le champ les cimetières juifs et jeter les restes de leurs morts qui souillent notre terre, même par-delà la mort, et les jeter dans les profondeurs de la mer. C'est le devoir absolu de tous les conseils municipaux de Tripoli, de Benghazi, de Misrata. Là où demeuraient ces sales cadavres, il faut bâtir à la place des immeubles, des jardins publics et des routes. C'est de cette façon seulement que la haine du peuple arabe de Libye envers les Juifs pourra être apaisée. Fin de citation. Bilan, 21 nécropoles juives sont détruites. Les restes des défunts sont jetés à la mer sans possibilité de les réinhumer pour les familles, alors que pour les cimetières chrétiens, il a été possible de déplacer les restes et de les inhumer ailleurs. Les corps, ce qui reste des corps n'a pas été jeté à la mer. 78 synagogues en Libye sont transformées en mosquées, 64 autres synagogues sont purement et simplement détruites. Est-ce que les Juifs d'Occident ont porté secours aux Juifs des pays arabes? Oui, partout. Les autorités juives se font mobiliser partout, conscientes de situations désastreuses. Par exemple, l'Alliance à Paris s'est mobilisée, mais pas seulement l'Alliance à Paris. Les autorités juives américaines sont mobilisées. Le Congrès juif mondial s'est mobilisé. Est-ce que l'État d'Israël s'est mobilisé? Oui. À noter ce chiffre très important. Les 3/4 des Juifs exclus du monde arabe ont gagné l'État d'Israël en moins de 20 ans. C'est-à-dire que sur le million d'exclus, entre 600 000 et 700 000 à peu près ont gagné l'État d'Israël, en général des milliers, sans la moindre fortune. Puis enfin, dernier mot, en 1975, il ne restait plus que 22 000 Juifs dans le monde arabe, dont l'essentiel à Djerba en Tunisie et au Maroc. Aujourd'hui, il en reste 5 000. Voilà, alors merci. Americans back at culture, jamais. Jamais, ça n'empêche pas que certains intellectuels arabes commencent à faire... Je pense à Gilbert Achkar, qui est un historien libanais d'origine. Il a dit clairement dans son livre, à la fin de son livre, Les Arabes et la Shoah, il faudrait que les Arabes reconnaissent ce qui s'est passé avec les Juifs du monde. C'est quand même une phrase courageuse, c'est un acte isolé. Je ne pense pas qu'il soit le seul. Je ne sais pas ce que disent les intellectuels du monde arabe. Je pense qu'il y en a d'autres. Ils sont encore des voix isolées. Il dit, il est très peu disert sur les Arabes. Il me dit, à ma connaissance, je n'ai pas lu tout Mein Kampf. Il me dit, il ne traite de parle de qu'à un seul moment, il parle d'une bande d'estropiés. C'est comme ça qu'il les qualifie. D'un peuple d'incapables, une bande d'estropiés, c'est un paragraphe de 10 lignes, si vous voulez, très péjoratif, très méprisant, très insultant pour eux. C'est ce paragraphe-là qui a été retiré des traductions en arabe. Oui. Pardon? Alors, l'Iran est un cas un peu comme c'est parce qu'au moment où, à partir de 1945, toutes les communautés juives perdent leurs juifs, la communauté juive libanaise en gagne. Et d'où viennent-ils? Ils viennent de Syrie, c'est les juifs de Liban. Quelques-uns d'Irak très peu, quelques-uns d'Égypte très peu, mais surtout de Syrie. Effectivement, ils sont bien d'accord. La communauté juive du Liban a vécu correctement, en gros, jusqu'à la guerre des 6 jours.
Je vous l'ai dit, il y a eu des violences contre eux en 47-48 où on leur a volé certains biens, ils ont immédiatement été rendus par les autorités libanaises, tout de suite. Ça s'est plutôt bien passé avec la guerre des 6 jours et à force de ce qui a suivi, et surtout avec l'arrivée des Palestiniens en nombre au Liban. Alors là, la situation s'est franchement dégradée et les Juifs du Liban commençaient à partir les uns après les autres, à partir de 67. Avec la guerre civile de 75, ça s'est encore accru. Et aujourd'hui, il n'en reste quasiment plus. Enfin, aujourd'hui, ça baisse, s'il reste 150 ou 100 personnes. J'ai la communauté qui a survécu avec le Maroc et la Tunisie, bien sûr, et plus longtemps. C'est un cas à part parce que, vous avez remarqué, là, je n'en ai pas parlé. Parce que l'Algérie, les Juifs sont français, ils partagent le sort du colonisateur français, alors que dans tous les autres pays dont j'ai parlé, les Juifs sont des indigènes. Ils ne sont pas ni anglais, ni français, ni italiens, etc. Ils sont juifs, ils sont indigènes, donc indigènes arabes, si vous voulez, musulmans mais arabes. Donc pour les Juifs d'Algérie, le sort était scellé dès lors qu'ils étaient français, comme les Français d'Algérie, par le décret Crémieux, ils allaient être concernés par le même destin. Ils allaient connaître le même destin, et donc après les accords d'Évian, alors qu'ils n'étaient pas prévus au départ, les Juifs d'Algérie, des Français d'Algérie, vous savez, mais ils ont souligné le mouvement de peur générale, ils sont partis comme ça. Ah, une petite exception près, c'est-à-dire que sur les 148 Juifs d'Algérie, on pense que 10 000 sont restés. En Algérie, il y a après 62. Et puis finalement, ils sont partis ensuite. De 62 et 71, ils sont tous partis, comme les autres, comme les pieds noirs. Il y a eu des pieds noirs qui sont restés. Ils sont partis également à leur tour. Et aussi ceux qu'on appelait les pieds rouges. Les pieds rouges, c'est différent. Les pieds rouges, ce sont les coopérants français qui sont venus aider les Algériens en 1962. Et ceux-là aussi sont restés une dizaine d'années et puis ils sont disparus avec les autres. Donc voilà, le judaïsme d'Algérie, c'est un cas totalement atypique. Pourquoi la haine est si puissante en Irak? Pourquoi ça a été élaboré, cette haine? Elle est élaborée dans quel sens, Myriam? Quelle sens vous en donnez à cette haine et comme quelqu'un que c'est une élève, Je crois que, oui, c'est comme était millénaire, effectivement, c'est sans doute une des plus anciennes avec celle du Maroc et celle du Yémen, c'est vrai. Je pense que l'un des vecteurs de la haine en Irak, elle tient d'abord au nationalisme irakien, qui est un nationalisme jeune, qui est fragile, parce que l'Irak est une création artificielle. C'est une création artificielle de l'Empire ottoman et des Anglais par la suite, qui rassemble des chiites, des sunnites, et des Kurdes, et des chrétiens, et des musulmans, et des juifs. Et donc, le nationalisme irakien, pour se solidifier, se coaliser, il a besoin de rejeter, et de rejeter davantage. Non seulement parce qu'il est jeune, mais parce qu'il est à la tête d'une nation qui, sur le fond, n'existe pas. Elle n'existe que sur le papier. Regardez aujourd'hui les divisions en Irak. L'Irak est un État menacé d'implosion en permanence. Première raison. La deuxième raison à laquelle je souscris davantage, ce qui ne signifie pas que la première raison n'a aucune validité, mais je pense que la deuxième raison est très profonde. La minorité juive d'Irak s'est émancipée très tôt, et cette émancipation lui a valu une position sociale très enviable. C'est devenu une minorité dominante. Sur le plan commercial, on estime que dans les années 20, les Juifs de Bagdad contrôlent 90% du commerce de l'Irak. 90%. C'est une minorité riche, très enviée. Et il y a là tout simplement un mécanisme de jalousie économique, de jalousie sociale, de jalousie culturelle qui a joué à fond. On ne peut pas sous-estimer le mécanisme de la jalousie dans le mécanisme de l'antisémitisme. C'est banal, ça paraît trivial, ça paraît même primaire, sinon primitif, et c'est vérifié en permanence. La jalousie. Le ressentiment et la jalousie. Ça, on est antisémitique de commencer de venir, et c'est exactement les mêmes mécanismes. Ce sont voilà, deux hypothèses que je mettrai en avant. Ça ne veut pas dire que c'est exhaustif, c'est évident. C'est pas des raisons correctes, quoi dire. Oui, mais dans ces conditions, pourquoi pas ailleurs aussi mal? Pourquoi pas ailleurs? Alors, quelle raison coranique joue le rôle? Moi, j'en suis convaincu, c'est que c'est souvent mal considéré aujourd'hui dans certains milieux qu'enfin, il faut prendre le Coran au pied de la lettre. Le Coran est un texte très dur, texte violent, comme beaucoup de textes religieux. C'est vrai que la Bible juive
est pleine d'appels au massacre, etc. Mais le massacre et l'extermination contre des peuples n'existe plus. Le peuple de la Bible, ils disaient, ça n'existe plus ces peuples-là, sauf que quand le Coran appelle à tuer des Juifs, il appelle souvent à tuer des Juifs dans certaines sourates. Les Juifs existent. C'est différent. Donc le Coran qui est lu au premier degré par quelqu'un qui n'a pas une grande culture coranique, eh bien, imaginez ce que ça peut produire comme effet. C'est le cas d'un grand nombre de musulmans, pas forcément une culture coranique, ils ne sont pas des grands théologiens de l'islam, on ne dit pas de ça au premier degré. Donc, dans le Coran, il y a des incitations à la haine ethnique, à la haine religieuse ethnique juive, et là, c'est une vérité. Alors, très peu de gens aujourd'hui en France sont capables de le dire, Daniel Siboni le dit, très souvent, il est très mal perçu pour ça, et on n'y peut rien, mais Siboni a raison, il étudie les textes. Il suffit de s'y référer. Alors que le Coran ait pu inciter à la haine, hélas, c'est indéniable. Et envoyer dos à dos le Coran et la Bible juive en disant les deux appellent l'extermination, ça ne tient pas la route parce qu'encore une fois, la Bible juive parle de peuples qui n'existent plus que belle lurette dans l'histoire. Est-ce que les chrétiens ont sécurité pour avec la baptisée? C'est beaucoup moins violent. Alors, selon les cas de l'Irak, beaucoup moins violente, même si ce sont des dhimmis, beaucoup moins violente parce que souvent on trouve les chrétiens dans une bonne partie du nationalisme arabe émergent, du Proche-Orient, en Syrie, en Irak, etc. Bon. Ce que je vous dis là de l'Irak et de la Syrie est moins vrai en Égypte où là on a les Coptes, eux, peuvent souffrir de discrimination en permanence. Bon. Ce qui n'empêche pas de la part des chrétiens du Proche-Orient, y compris les Libanais, des attitudes anti-juives très violentes, contrairement à ce qu'on pense souvent. L'anti-judaïsme des chrétiens d'Orient est un anti-judaïsme virulent. Il est virulent aussi parce qu'il y a une tradition de Saint Jean Chrysostome, du christianisme d'Orient. Saint Jean Chrysostome est un anti-juif fanatique. C'est l'un des cas les plus violemment anti-juifs, ça n'a rien à voir avec les prises de position anti-juives d'un Saint-Augustin ou d'autres. Absolument rien à voir. Chrysostome qui parle de la synagogue comme d'un lupanar, etc., et des juifs comme les fils du diable. Chrysostome est une référence du christianisme d'Orient. Le Seigneur s'appelle le Seigneur. Puis il était touché dans pour les Palestiniens. C'était un coach. Le Seigneur, ça fait des armes à ses voitures. C'était que oui, c'est une très jolie essence. Alors en même temps, il y a parfois eu des autorités chrétiennes au Liban, par exemple en 1946. Je crois que c'est un archevêque, je ne sais pas si c'est un maronite ou pas, qui s'appelait M. Moubarak, qui a pris des positions très favorables au sionisme. Il ne s'est pas souligné par toute la presse libanaise le lendemain, etc. Mais c'est pour qu'il y ait quand même eu des chrétiens parfois l'idée que dans cette mer musulmane, il y avait peut-être une alliance objective à jouer avec les Juifs. Et le fait est que c'est une carte qu'un certain nombre de chrétiens libanais ont voulu jouer. Il y a par exemple, vous avez encore, côté de ce qu'on appelait les phalanges libanaises, il y a eu partie ces gens-là qui ont tenté de jouer la carte israélienne. Mais pas tous, moins de là. Oui. Donc, c'est le nationalisme chrétien des Juifs qui ont assisté. Bien sûr. Bien sûr, comme le nationalisme tunisien ou dans le nationalisme irakien au début. Seulement, on leur a fait comprendre au bout d'un certain temps qu'ils ne faisaient pas partie de la nation arabe. Parce que cette nation reposait sur des principes ethniques et pas du tout sur les principes constitutionnels ou les principes du contrat, cher à Voinan, qui définit la nation et qui a une vision culturelle de la nation et pas ethnique de la nation. Si vous avez une vision culturelle de la nation, les Juifs font partie de la nation arabe. Ce sont des Arabes de culture. Ainsi, ils sont arabophones. C'est vrai. Si vous avez une conception ethnique, donc pas de seulement une conception raciale, les Juifs ne font pas partie. Or, au départ, le nationalisme égyptien par loi, dans les années 1920, avait une conception culturelle de la nation. Coptes, Juifs et musulmans faisaient partie de la nation égyptienne. Le Daïst. Peu importe la perspective. Finalement, il y a un construit chez les éléments fascistes. Oui. Oui. Et les Israéliens qui sont là,
finalement, on n'a jamais trouvé l'interlocuteur valable avec qui éventuellement faire un règle. Parce que ça, on espère régler les valeurs. C'est à ça qu'on voudrait prendre. Et donc là, nos considérants en interne chez eux, oui, est un sérieux, puis ils le reprennent sur Israël. C'est vrai. Tous les cas, qu'Israël soit un dérivatif commode pour toutes les divisions d'une société arabe et surtout les frustrations d'une société qui étouffe, comme j'ai dit au début, ça, je suis convaincu. C'est une société qui étouffe sous le poids de l'oppression, le printemps arabe où il y a une volonté de libération, les phares en particulier, et qu'Israël soit un dérivatif commode à cette colère, etc., parce que c'est le seul champ de liberté d'expression qui est donné aux Arabes, c'est indéniable. Qui n'est pas un interlocuteur à cause de la division gravissime entre chiites et sunnites, c'est probable ça, parce que aujourd'hui le gros problème n'est pas le conflit israélo-arabe, le gros problème de la région, c'est sunnite-chiite. Depuis longtemps, mais maintenant, ça arrive au premier plan, tout simplement parce que le nationalisme arabe est en train de s'effriter et que sa dimension religieuse reprend le dessus. Après la dimension nassérienne du nationalisme, aujourd'hui, le nationalisme prend largement les couleurs de l'islam. Et les deux couleurs de l'islam, c'est deux blocs. Et enfin, je ne pense pas que les Israéliens cherchent un rêve ici avec les voisins arabes, ils cherchent simplement à avoir une frontière tranquille, c'est tout. Ce sera toujours une paix armée, ce sera dans longtemps, tous les cas. Une paix armée, mais peut vivre longtemps, une paix armée. Oui. Aujourd'hui, le meilleur ciment fédérateur de monde arabe, c'est la haine anti-israélienne. Et on le voit bien au moment des printemps arabes. Ça fait déjà que je dois exister à... Pardon, les c'est vrai, oui, mais en même temps, s'il n'y a pas une révolution de lumière en profondeur dans le monde arabe, un aggiornamento culturel, une véritable histoire de ce qui s'est passé dans le monde arabe, comme l'Allemagne a pu le faire pour le passé, par exemple, comme la Pologne commence à le faire tout doucement et timidement, eh bien, on restera toujours sur des positions figées. Dès lors que le monde arabe ne sort pas du schéma colonial qui le pose en victime, alors, en tant que victime, il estime n'avoir pas de compte à rendre, mais avoir au contraire des droits en permanence. Et s'il n'a pas de compte à rendre, il n'a donc pas de compte à rendre sur son passé. Puisqu'il a été victime, il ne peut pas avoir été oppresseur. Il ne peut pas imaginer d'avoir été oppresseur. Or, il a été oppresseur. Et pas seulement à l'égard des Juifs, à l'égard de toutes les minorités du monde arabe, et dans certains cas non musulmanes, ou à l'égard d'autres peuples, ou tout simplement par la traite esclavagiste sur des sociétés qui ont été longtemps esclavagistes. Et les Noirs en particulier, mais énormément les Noirs d'Afrique ont énormément à souffrir des sociétés arabes. Et tant que le monde arabe se posera en victime, qu'il ne fera pas une véritable lecture enfin démythifiée de son passé, on sera très loin d'arriver à des sociétés pacifiées. Or là, on en est loin. Encore très loin aujourd'hui. Le monde arabe n'a pas fait sa révolution des Lumières, son aggiornamento. C'est pas parce qu'il y a un changement de souverain, de pouvoir en Tunisie, etc., qu'on en est là aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a une régression, oui, Pas forcément régression. Non, mais pas forcément régression. Pas une régression de liberté, comme on dit, c'est ce qui m'a écrit à ce pratique. Pas entièrement, je ne crois pas. Mais à tous les cas que les islamistes arrivent au pouvoir, oui, mais enfin bon, là-dessus, la situation est ouverte, personne ne peut dire vraiment comment ça va évoluer. Et puis ça échappe aussi complètement à ma compétence. Je ne sais pas plus que vous, je suis vraiment pas petit, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui pensaient en février 2011 qu'on allait voir enfin l'ère du bonheur arabe arriver et la démocratie s'installer étaient des naïfs de profession, ceux-là étaient des imbéciles, mais là. Je peux témoigner dans leur force négative en fait, des gens qui sont modernisés, qui arrêtent au bobo en Égypte, qui parlent de tout, de manière il y a une régression, on voit tout, on trouve des histoires, mais de restrictions de l'idée. Ouais, ça c'est tout à fait chouette. Oui, quand on a ça me favorise pas tellement sur le cap. Alors, s'il y a une régression. Oui, par exemple, sur les femmes qui y est, par exemple, au Maroc, de plus en plus de voiles, ce qu'on voyait moins il y a 20 ans, par exemple.
C'est vrai, alors reste à savoir pourquoi il y a une telle crispation sur l'identité. Reste à comprendre pourquoi il y a effectivement ça. Comment ça dire et comment ça qu'on a fait de religion parce qu'une personne se dit une veste, une religion, c'était mauvais, c'est tout. Oui, bon, maintenant il faudrait de l'instruction, mais alors pourquoi ce problème d'instruction prête la forme d'un retour identitaire au foulard, du là-bas, etc., etc. Ça reste à analyser. Mais qu'il y ait un retour identitaire, une crispation, c'est possible. C'est vrai. Maintenant, il ne faut pas minimiser aussi le poids, pour le voile féminin, de la force du groupe et de la pression du groupe. Attention, un certain nombre de femmes qui ne peuvent pas avoir de nuit mettent le voile. Mais il peut aussi qu'il y ait des agressions sexuelles. Il y a des agressions sexuelles. Une femme qui est voilée, elle c'est pas des agressions sexuelles. Alors, elles sont fréquentes, ces agressions sexuelles dans le monde arabe. Hein. C'est fréquent. Il y a dans la personne il y a aussi ça. Il y a des ennemis qui veulent être des arabes. Et tu vois, nous, style, il faut pas voiture, de voir le style Maroc, le château d'Algérie. Et quelle est la sens de voir comme c'est une comment il y a un mois de style de l'église. En ce qui concerne les Kabyles, par exemple en Afrique du Nord, les Kabyles en Algérie ou les Berbères en général en Afrique du Nord, je ne crois pas. Je pense que pour les Kabyles, ça fait partie des mythes. La mythologie, c'est les Kabyles philo-sémites par anti-arabisme. Non, ils sont anti-arabes, c'est vrai, c'est pas juste. Et en même temps, violemment anti-juifs aussi. Vous avez parmi les antisémites fanatiques en Algérie des Kabyles, pur sucre. Il y a une mythologie là-dessus, parce que effectivement, alors qu'aujourd'hui certains Kabyles se sentent en sympathie avec l'État d'Israël par anti-arabisme, tout c'est vrai, mais dans la culture kabyle, il n'y a rien qui puisse dire que pendant longtemps ils auraient noué une sympathie entre minorités. On avait assimilé ça à Kabbalah et au Barik, qui étaient des anciens juifs qui se faisaient convertir à l'islam. Oui, oui, oui. Il était à ça. C'est un peu déchiré. Bon, aussi. Et en même temps, il y a dans les maquinistes en Algérie, au moment des massacres des années 90, il y a beaucoup de Kabyles. Oui. La même chose que le Maroc est très massivement berbère. La masse de la population marocaine est berbère. Or, la masse de la population marocaine rurale, traditionnelle, netanière et autres, quand vous lisez les archives, est très violemment anti-juive. Donc on peut imaginer, moi je n'ai pas fait le calcul si c'est berbère, arabe, je ne sais pas le partage, mais j'ai du mal à imaginer que tout ce que j'ai lu en matière de sévices anti-juifs devenait uniquement des arabes et pas des berbères au Maroc. Je n'arrive pas à le penser. Je peux témoigner qu'on va avoir voté du lourd que quand il était facile de baisser la tête, se voir. Quel pays? Oui, ça se fait en Tunisie aussi. Que des livres de baisser la tête, En pays berbère. oui. Oui, 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 c'est ça. Il y a une mythologie qui règne là-dessus, sur les berbères, les kabyles, etc. Et comme toujours, en fonction des mythologies, quand les mythes perdurent, ce qui est très intéressant, c'est pourquoi un mythe s'installe et perdure et pourquoi on a besoin d'y croire. C'est ça qui est intéressant sur le fond. Le mythe lui-même ne nous apprend pas grand-chose, mais pourquoi tant de gens veulent s'y raccrocher, veulent y croire encore et en dépit de tout, ça c'est plus intéressant. Par exemple, tout ce que je viens de dire, là, ce sur quoi j'ai terminé, la spoliation des Juifs et leur exclusion dans des conditions atroces, c'est pas connu. Personne n'en a entendu parler. C'est absent des manuels d'histoire. Si vous dites ça aujourd'hui, si vous enseignez ça aujourd'hui, les gens seront surpris. Au mieux, ils seront surpris. Au pire, ils vous accuseront d'être non pas dans l'histoire, mais dans la polémique et dans je ne sais quelle propagande anti-arabe. Même anti-arabe. Ce que je dis là est basé sur des kilos et des kilos d'archives qui ne sont pas toutes des archives juives, loin de là, hein, mais des archives diplomatiques. Françaises, anglaises, italiennes et autres, ou américaines, entre autres aussi. Et précisément, je pense qu'une société ne peut pas entendre un certain nombre de vérités. Une société ne peut entendre que des vérités pour lesquelles elle est mûre. C'est pas parce qu'une vérité est avérée qu'elle est audible. Une société ne peut entendre des vérités à un certain moment donné. Or là, je crois que c'est trop tôt encore, parce qu'on est en France pour des raisons très profondes. On manifeste à l'égard du monde arabe une sorte de culpabilité coloniale, une culpabilité liée à la guerre d'Algérie. Le monde arabe ayant été colonisé, ce qui est vrai, a été en position de dominer ce qui est vrai, donc on l'imagine toujours en position de victime. On oublie qu'il était dominé, qu'il est aussi dominateur.
Et que pour avoir été dominé, il a aussi dominé d'autres peuples, mais il a aussi écrasé d'autres peuples. Donc on a beaucoup de mal vis-à-vis du monde arabe. Puis il y a aussi une dernière, il y a d'autres raisons, mais il y a aussi une raison en France qui n'est pas forcément dite. C'est la raison que j'ai invoquée pour les autorités coloniales tout à l'heure. Vous avez aujourd'hui en France une population d'origine maghrébine qui est très importante. Elle est française, mais d'origine maghrébine. Et c'est normal qu'elle soit solidaire avec la Palestine. Bon, c'est tout à fait normal, comme les Juifs sont solidaires avec Israël. Là, il y a un principe là-dessus. Eh bien, dans cette population qui est de fond culturel maghrébin, parce que pour le vu, non, il y a une histoire anthropologique à faire, et il y a bien une histoire culturelle à faire de cette population. Et il y a donc tout un héritage anti-juif qui s'est transmis dans les familles en dehors de la Palestine. Beaucoup d'ailleurs le disent honnêtement, ils disent chez moi on n'aimait pas les Juifs, ça n'avait rien à voir avec la Palestine. Eh bien, cette population qui est aujourd'hui très nombreuse en France, et c'est elle, cette population qui manifeste aujourd'hui l'antisémitisme, tout le monde le sait, c'est pas l'immigration asiatique, c'est pas les Chinois qui attaquent aujourd'hui les synagogues. Donc ne nous cachons pas derrière notre propre doigt en disant des jeunes attaquent le jeune juif arrache des mezuzot, etc. On sait très bien qui c'est. La police sait très bien qui c'est. La police comme la justice le savent. Bon, alors que quoi prend-on tant de précautions pour le dire? Parce qu'il y a un effet démographique qui joue, on a peur. On a peur, tout simplement. Il y a un climat de peur qui s'instaure dans ce pays, une peur de parler, qui fait qu'on va prendre des circonlocutions très prudentes pour dire des vérités que tout le monde sait, mais qu'on n'osera pas dire. J'étais lundi à un colloque de l'Assemblée nationale sur l'antisémitisme en France aujourd'hui. On m'a demandé de parler. Alors j'ai parlé à la tribune, là, devant le micro juste à côté de moi, le procureur de la République et à côté l'un des représentants de la police nationale. Quand j'ai fait mon topo qui a duré 20 minutes, où il a dit clairement, oui, sans les stigmatiser, qu'il y avait le facteur aujourd'hui d'une population d'origine maghrébine qui s'est islamisée, et qui, pour des raisons culturelles, ne supporte pas les Juifs, et pas seulement à cause de la Palestine, mais pour des raisons plus anciennes. Et que les violences allaient de grand temps, et que l'affaire Mera, enfin la tuerie, etc., avait augmenté les violences et ne les avait pas calmées. Et que dans les écoles, c'était très mal passé la minute de silence, dans certaines écoles, pas partout. Ben, le procureur qui a parlé à témoin, l'un des responsables qui parlait quand même, vous pensez qu'ils m'ont démenti? C'est moi qui ferai la négociation. C'est vrai. Ils ont eu ce courage de me dire, mais tout le monde le sait en haut lieu. Le ministère de l'Intérieur le sait, tout le monde le sait. Aujourd'hui, c'est un problème de courage politique. Et c'est pas l'idée de ça, c'est Béostin. Il y a, la expliqué dans ça, elle est faite comme ça. Il y a un certain nombre de postes dans les pays sont très nombreux, ces postes. Donc, il est l'ambassadeur qui va oser dire, puis, une politique en regard. Ils étaient interrompus, il n'y aura pas de poste. Il y a un poste en Israël, et il y a 25 des postes dans le pays arabe. C'est ça, c'est aussi bête que ça. C'est très primaire. Oui, ils se crantaient en étant pas pour Israël. Non. Oui, ça. C'est là, pour moi, des corps d'Israël. C'est bien de protéger leurs parents, ça ne peut pas le faire. C'est juste, oui, ça c'est tout à fait juste pour le Quai d'Orsay. C'est vrai, en dehors du fait qu'il y a une tradition arabe une fille du Quai d'Orsay d'un côté. C'est vrai. Alors après, du côté des médias, c'est plus compliqué quand même. Pourquoi est-ce que dans des écoles de journalisme, il y a un tel formatage anti-israélien? Là, c'est plus complexe. Oui, c'est vrai. Oui, c'est la deuxième région de France. Si vous avez vu la SUMAD à Marseille, qui a déclaré la semaine dernière, elle dit qu'il ne pouvait pas venir à une commémoration d'Auschwitz. Oui. À cause de la politique d'Israël. Donc c'est très intéressant parce que là, c'est une importation. C'est une importation de conflit en France qui est répréhensible, tout le monde est d'accord. Le conflit, il ne faut pas l'importer en France. Là, visiblement, la SUMAD fait un lien qui est totalement délirant et elle importe le conflit. Et en plus, elle fait un lien qui n'a pas lieu d'être sur le plan historique. Rien à voir. Quoi que vous ne faites, les termes sur le plan historique, entre Auschwitz et le printemps, et puis après l'importation de ce nom de théorie traditionnaliste en arabe. Du coup, c'est une tuerie pour eux de lier ce que des choses, de lier la Shoah, le nationalisme arabe, les chiites, oui, Jérusalem, voilà. Oui, c'est-à-dire que ce lien, je ne sais pas que je le fasse, ce lien il s'impose de lui-même parce que sans eux-mêmes, ils ont été ramenés.
presque logique, c'est la suite. Oui, c'est la suite, oui, je commence à vous dire, c'est la suite logique, absolument. De faire la passion de la conflit, c'est d'avoir encore une classe. Oui, c'est la suite logique d'une attitude politique, culturelle qui est très ancienne. D'autant que le monde arabe est convaincu depuis trop longtemps que l'État d'Israël est lié de la Shoah. Donc, comme aussi, c'est la Palestine et la vie, ça me semble que Oui, c'est-à-dire commémorer Auschwitz, pour eux, c'est comme ça, c'était consolider les cas de Sahel. ça. Oui, bien sûr. C'est tout à fait cohérent. Oui, c'est cohérent. Dans intellectuellement, c'est cohérent, en fait. Non, c'est cohérent de neuf pas. Ça ne veut pas dire que c'est possible. C'est des trucs cohérents, pas tellement. Ça me dit de cohérent. Non, mais dire presque cohérent. Attention, il y a des livres cohérents. Je suis d'accord avec un paranoïaque qui délire. Il est cohérent dans son délire. Il est intelligent dans son délire. Et ben, non, il dit, le bas, c'est peut-être. Voilà, c'est la définition ring du délire. Il raisonne juste sur des bases fausses. Je suis d'accord avec vous. Et non plus, c'était une victoire. Voilà, donc vous avez posé une question de fond, hein, mais c'est difficile pour moi de répondre. Mon livre, si vous parlez de mon livre, n'est pas boycotté. Hein, le livre fait son chemin. Je ne veux pas dire le contraire. Mais le silence d'un certain nombre de grands médias, pas de tous, hein, un certain nombre de grands médias sur ce livre n'interroge pas mon livre, il interroge les médias. Mais les livres aussi. La fait Il n'a pas été boycotté, je ne crois pas. Bon, il y a déjà pas mal de mois qu'il est sorti, c'est normal qu'il ne soit pas aujourd'hui en pile. Hein. J'ai vu l'abondance de la production éditoriale. Et il faut pas pour la visite. Non, jamais. Il fallait que ce cas de sport. Ah, mais écoutez, moi, je ne suis pas là pour être attaché de presse. Moi, je suis historien, je fais déjà un travail d'historien, ça me prend beaucoup de temps, ça me prend toute ma vie même, et si en plus je dois vendre ma marchandise, non, j'ai non cesse. Effectivement, ça, je ne sais pas me vendre, je sais. Oui, je le suis. Non, si vous voulez. Non, France Culture m'a invité souvent. Là, c'est pour ça que je dis, non, France Culture m'a invité souvent, il n'y a aucun boycott de France Culture. Je pense que ça me dit ça, c'est même un Michel Aubin. Oui, il est parce que c'est des filles, on n'est pas par oui, puis souvent, que des pompiers dans ma poche, les amis, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez noté. Acadème joue un rôle considérable aujourd'hui dans la diffusion du savoir, entre autres dans la diffusion de ce livre. Et la diffusion du savoir en général, énorme aujourd'hui, ça démultiplie complètement l'audience, et c'est le bouche à oreille, effectivement, et c'est le public, c'est-à-dire vous, qui pouvez casser le boycott. Parce que qu'il y ait un boycott de la bien-pensance, certains journaux, le mouvement de libération, etc., oui, c'est évident, ça. On n'est pas de tous les médias, c'est ça que j'insiste, non, pas de tous les médias. Et mais France Culture, c'est 500 000 lecteurs. 500 000, oui, sur les auditeurs, c'est qui non, ils savent lire. Non, mais ça, il Si on consacre 3 minutes sur RTL le matin à 7h30, ça fera beaucoup d'audience, je ne suis pas sûr que les éditeurs d'RTL achètent en masse le livre. Et ça a beaucoup d'audience, c'est pas sûr. C'est possible, moi je ne le garantis pas, je ne garantis pas. C'est possible. Donc si vous allez rentrer sur RTL, je suis pas là. Non, not as well as it is different. C'est moi qui vous remercie pour votre patience. Franchement,